Alors que nous vivons en France une période de confinement liée au Covid-19, Gaël et moi avons décidé de poursuivre le podcast à notre manière, en l'adaptant à cette situation unique. Oui, notre capacité de résilience est mise à rude épreuve. L'ancien système montrant clairement ses limites, n'est-ce pas finalement une chance que la vie nous donne de ralentir ? Si rester chez soi s'avère être la norme, cette situation nous amène plus que jamais à prendre le temps, notre temps, à remettre du sens dans notre quotidien, à tester de nouveaux modes de fonctionnement plus responsables. Bref, à nous réinventer. Nous avons tous les deux préféré voir et vivre cette période comme une opportunité. Alors, quel meilleur moyen d'approfondir cette idée qu'en redonnant la parole à nos anciens interviewés eux-mêmes et à découvrir de nouveaux aventuriers. Leur activité économique est-elle impactée ? Comment s'adaptent-ils au quotidien ? Quels outils ont-ils mis en place dans leur entreprise et dans leur vie ? Chaque semaine, nous échangeons avec ces aventuriers et aventurières de la vie, passés précédemment sur le podcast, ainsi que quelques nouveaux. Les discussions ayant été réalisées à distance, le son peut vous paraître moins qualitatif que d'habitude. La situation oblige, le matériel s'adapte aussi, et avec le sourire. Nous vous souhaitons une belle écoute, en espérant qu'elle vous apporte des outils, du réconfort, du sourire, du lien et du sens. Portez-vous bien et continuez à nous soutenir sur les plateformes d'écoute en notant 5 étoiles le podcast et en nous laissant vos chouettes commentaires. Salut Olivier, merci beaucoup d'être aujourd'hui en ligne. Les conditions sont un petit peu particulières, mais on continue d'accueillir des aventuriers. Encore plus aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, merci beaucoup d'être avec nous au rendez-vous sur Aventure Humaine. Écoute, c'est un grand plaisir à distance et un grand plaisir quand même. On a eu la chance de se rencontrer in extremis juste avant ce confinement et cette période très particulière. Et tout de suite, on est parti, on a senti ces bonnes ondes positives lors d'une de tes conférences. Donc, on va essayer de transmettre tout ça aujourd'hui. Première question, toute simple. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Avec plaisir. Olivier Soudieux, je suis né dans la région parisienne. Je passais mes vacances en montagne. Alors à l'époque, en étant petit, c'était des alpages, de la petite montagne à vaches. Et puis, j'avais découvert l'univers montagne un peu à travers ça. Et puis aussi l'escalade à travers les rochers de Fontainebleau et voilà ce qu'il y a dans les environs de Paris. Et dès que j'ai pu, après avoir fait une école d'ingénieur en informatique à Limoges, terre de montagne s'il en est. Oui. Je dis ça en rigolant, mais en même temps, comme j'avais peu de ressources, j'ai monté une SARL qui m'a permis de payer mon école d'ingénieur. Donc je travaillais en même temps que j'allais à l'école. Et donc du coup, j'étais dépendant des agendas de mes clients. Et donc, je ne pouvais pas faire de sport collectif parce que je pouvais pas voir des entraînements à heure fixe. Mm-hmm. Et il se trouve qu'à Limoges, là où j'étais, il y avait un mur d'escalade en extérieur, à 100 mètres de chez moi, accessible 24 heures sur 24, et en contrebas d'un lampadaire sur une route, donc était éclairé 24 heures sur 24. Wow, c'est vraiment là-bas que j'ai démarré l'escalade de façon, alors sur un petit mur, mais de façon plus intensive. Et de manière un petit peu nocturne. De manière diurne, de nocturne, c'était vraiment, il y a vraiment eu, je pense qu'à toutes les heures du calendrier ou un jour ou l'autre, j'ai testé le dur. Ok. Et puis je suis rentré travailler en région parisienne dans l'informatique, qui était mon domaine de formation. Et très très vite, j'ai déménagé de Paris à Grenoble par passion pour la montagne. Et puis j'ai eu une double vie, d'abord de montagne, on va dire de loisirs, en même temps que je travaillais comme ingénieur en informatique. Et puis de plus en plus, j'ai basculé sur... Je t'arrête un petit peu, j'ai déjà plein de questions. Comment on fait pour créer sa société, dans quel domaine, tout en étant étudiant ?
Qu'est-ce que tu faisais comme activité avec cette SARL? Je faisais de la mise en page. Enfin, pour l'essentiel, je faisais de la mise en page. Il y a eu un petit peu de développement aussi dans la société, et puis de la réalisation de quelques produits multimédia. Les moyens multimédia à l'époque étaient extrêmement limités, évidemment, par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, avec un camarade, j'ai créé une association de la 1901. On s'est travaillé pour des clients, dont essentiellement EDF, et puis ensuite on est passé en SARL. D'accord. Donc ce que tu apprenais pendant tes études ou ce que tu avais déjà appris quand tu étais au lycée un peu plus jeune, tu le mettais tout de suite en pratique et tu arrivais à le vendre, l'exploiter, le commercialiser. C'est ça. En fait, moi j'avais déjà quelques compétences mises en page, et puis l'informatique, moi je suis vraiment tombé dedans dans les tout débuts. On parle de 95, 2000? Non, je parle de. Moi je donnais des cours d'informatique aux adultes quand j'avais 13 ans. Je ne vais pas te donner l'année exacte, mais j'ai passé le bac en 89. Donc tu vois, on est bien avant, quoi. On est dans les années 80. D'accord. Et comment tu te mets dans cette position de professeur pour adultes à 13 ans? Bah, j'étais. Enfin, à l'époque, tu veux dire? Oui, oui, oui. Oui. En fait, j'allais ado dans un centre de loisirs à Poissy, dans lequel le directeur avait des fonctions importantes au niveau de GSC Sport, et avait fait rentrer l'outil informatique dans le centre de loisirs très très tôt, avec quasiment pas tout à fait les tout premiers ordinateurs en France, mais on était à l'époque des TO7, des TO9. Enfin voilà, ça va parler qu'à une partie de l'auditoire d'un certain âge. Et, et puis ensuite, enfin, voilà, je suis monté en compétence à la fois sur les produits Thomson, et puis ensuite sur l'univers PC. Ok. Et j'ai été, alors je peux pas dire embauché dans le sens où à 13 ans tu peux pas avoir un contrat de travail, mais quand même j'assurais la fonction de formation des adultes dans le cadre d'une association qui s'appelle Rencontre, qui était en région parisienne. Et puis en contrepartie, ça m'a permis de partir en colonie de vacances, tout frais payé, dans le cadre de cette association. En fait. D'accord, ok. Donc très très tôt quand même un esprit entreprenant. Ouais, un esprit un esprit de découverte en fait, et ça a toujours resté en fait pour moi. Si je dois réécrire le dictionnaire, si en face de livre, je mettrais 2 points, découvrir, point d'exclamation. Et donc l'informatique était nouveau à l'époque, c'était plein de perspectives, donc j'ai découvert ça. Et découvrir, ça sert à partager, et ça, tu vois, ça commençait à s'incarner très très tôt, puisque à 13 ans je faisais ça. À 15 ans, je l'ai fait dans le cadre d'un projet de coordination d'un projet informatique sur plusieurs centres de loisirs. Toujours piloté depuis le centre de loisirs de Poissy, mais là pour le coup j'étais rémunéré à 15 ans, et j'ai toujours eu cette envie d'aller voir ce qui est nouveau, et puis de tester qu'est-ce qu'on peut en faire, à quoi ça peut servir. Ok, super. Donc déjà les bases solides de l'aventurier que tu es aujourd'hui. Si on du coup on revient du coup à Limoges, donc cette société, vous aviez quasiment un monoclient, monomarché avec EDF. Ouais, quasiment. Il y a eu un peu plus que ça, mais vraiment c'était le cœur de notre activité, de mettre en image en fait des mots pour des conférences internes ou des présentations internes à EDF. Et puis ensuite, à l'époque, il n'y avait pas encore les projections, les vidéoprojecteurs et compagnie. Donc ensuite, on imprimait ça sur des feuilles de plastique qui prenaient l'encre. D'accord, pour les projeter là avec Voilà, exactement, pour les projeter avec les vidéoprojecteurs, avec les rétroprojecteurs, pardon, à l'époque. Les rétroprojecteurs. Et puis comme c'est arrivé qu'on fasse ça juste pour une réunion importante au sein d'EDF, mais c'est arrivé aussi que ensuite ça serve pour des formations démultipliées dans tout EDF. Et donc il y avait une partie conception, réalisation du message sur les slides. D'accord. Et ensuite il y avait une partie industrialisation avec nos petits moyens. On avait acheté
une, puis deux, puis je crois trois au final, mais en tout cas au moins deux imprimantes. Et, Oui. et avant de partir à l'école le matin, je lançais l'impression d'une cinquantaine de transparents. Je revenais le midi pour manger, je lançais 50 transparents et j'en lançais 50 la nuit. Et le truc tournait comme ça dure par 7. Ok, donc il y avait effectivement il y avait cet axe un petit peu débrouillard sur l'informatique, mais il y avait aussi cette notion de pédagogie et de délivrer un message en conférence, en formation qui était déjà Ouais, présent. ouais, de le mettre en image, ouais. De traduire en le mettant en image. Ouais. Ok, donc et tout ça encore, tu t'en sers aujourd'hui, on va le voir. Et donc cette société, à la fin de vos études, vous la fermez ou vous faites quoi? On l'a fermée. En fait, moi, elle m'a servi encore à facturer dans le cadre de mon stage de fin d'études. Et après mon stage de fin d'études, Thomson, chez qui j'avais travaillé, m'a demandé de développer des extensions à l'application que j'avais créée dans le cadre de mon stage de fin d'études. Donc ça a encore été facturé sur la société. Et puis ensuite, oui, effectivement, on l'a fermé. Et après, j'ai pris un emploi salarié de responsable du support technique d'un éditeur de logiciels. Ok, donc ça sur Paris. Sur Paris, sur Nanterre, oui. Ouais. Et donc là, la transition entre donc ce monde étudiant, ce monde, cette fonction déjà entrepreneur et la nature, l'escalade, le sport, comment tu gères ça entre Limoges et Nanterre? En fait, je rentre, à la fin de mes études, je rentre de Limoges en région parisienne, où Mhm. j'avais fait mon stage. À Thomson, c'était au sud-ouest de Paris. Encore pendant 6 mois, je fais du développement complémentaire pour Thomson. Je ferme la société et puis je prends un appartement à Nanterre à côté de mon lieu de travail, pas très loin de mon lieu de travail. Et voilà, j'ai une transition qui était assez simple en fait, qui m'a amené à être salarié. Et puis à côté de ça, je continue à faire aller les week-ends grimper à Fontainebleau. Mhm. Et ce qui m'arrive de plus en plus, c'est de sortir du travail le vendredi en fin de journée, de courir chez moi, attraper mon sac à dos qui était prêt, de sauter dans un train de nuit pour aller dans les Alpes, du coup en train de nuit, Mhm. d'arriver le samedi matin, samedi dimanche faire de la montagne, ressauter dans un train de nuit le dimanche soir, arriver le lundi matin tôt à Paris, prendre une douche et aller travailler. Ok. Et tu te dis du coup, est-ce que je rentre dans le rang, je commence à avoir des routines où déjà tu étais en alerte et tu te dis que ce rythme, ce mode de vie, il va durer qu'un certain temps. Ah, j'avais pas de projection par rapport à ça. Je vivais ce que j'avais à vivre. En fait, j'étais dans le présent. J'étais pas dans le. Enfin, voilà, je pense pas à l'époque m'être posé la question de savoir est-ce que je veux rester salarié, est-ce que je veux créer une entreprise, si oui, dans quoi. Voilà, Ok. j'étais dans mon quotidien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé à trouver que la montagne c'était loin de Paris Oui. et que c'était certainement plus simple plutôt que de faire du train de nuit, de changer de travail, de changer de lieu de vie, et c'est comme ça que je suis venu m'installer à Grenoble. Ok. Et toujours cette transition d'un poste salarié à un autre poste. Oui, là je suis rentré chez Capgemini, donc une société de services en informatique, Mhm. et donc voilà, c'était juste un changement de job en tant que salarié, et puis un déménagement pour venir m'installer dans des endroits Un peu plus propice. où la vie devient très compliquée d'ailleurs, beaucoup plus qu'à Paris, parce que par exemple en hiver, tu fais du ski de randonnée, l'été tu fais de l'escalade, mais tu vois, au mois d'avril, tu peux encore faire du ski de randonnée, tu peux déjà faire de l'escalade et tu es obligé de choisir, donc c'est quand même une vie difficile. Oui, je vois un peu les choix cornéliens que tu as dû faire. Mais, et du coup, toutes ces activités dans la nature, tu avais une bande, des entraîneurs, des coachs, où tu pratiquais comment ces activités? Alors en fait, quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai commencé par regarder ce qui existait en termes de clubs de montagne. Mhm. Et
Et moi, j'ai toujours été à la fois un pied dans la FFME et un pied au Club Alpin Français. En tout cas, FFME à Paris et puis ici un pied de chaque côté. Et, j'ai eu des atomes crochus avec un des deux clubs alpins qu'il y avait à l'époque à Grenoble, il n'y en a plus qu'un aujourd'hui, qui est celui-là d'ailleurs, qui est resté le même. D'accord. Et voilà, et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé le ski de randonnée. Par exemple, j'en avais quasiment jamais fait avant, en tout cas, j'étais pas autonome. C'est dans ce cadre-là que je me suis formé. J'étais déjà formé, comment dire, escalade et terrain d'aventure, donc escalade non équipée côté FFME. J'ai fait la même formation terrain d'aventure aussi côté Club Alpin Français. Et puis ski de randonnée. Et puis ma vie s'est structurée en fait autour de d'un côté il y avait le travail salarié en journée. Et puis après il y avait le reste qui était ma passion. Et ma passion c'était de l'escalade. Je grimpais 3 soirs par semaine. Il y avait un soir par semaine qui était au club pour les inscriptions, la coordination par rapport aux sorties du week-end. Et puis j'étais dehors ensuite tous les week-ends, soit sur les skis, soit pour grimper, soit enfin de l'alpinisme outre. Ok. Et donc j'ai à la fois pratiqué tout seul au sens avec ma conjointe et beaucoup de sorties dans le cadre de ce club de montagne. D'accord. Et qu'est-ce que tu allais chercher t'avais besoin d'aération, tu avais besoin de défis, tu avais besoin de progresser, tu avais besoin de quoi dans ces sorties-là? À l'époque, je savais pas, je me posais pas la question et je pense que j'aurais pas bien su répondre. Avec le recul, je pense que à cette période-là, parce que ça a évolué dans le temps, à cette période-là, je pense que c'était beaucoup du dépassement de soi et peut-être une forme d'estime de soi aussi, tu vois, dans la satisfaction d'avoir réalisé, en plus dans un univers extraordinaire, quelque chose pour laquelle c'était pas garanti que ça te soit accessible. Parce qu'il y avait une durée d'effort, une technicité, enfin voilà, des difficultés quelles qu'elles soient. Et me confronter à des challenges par choix et des challenges super sympas, et puis globalement les réussir ou pas réussir. Enfin, des fois tu fais demi-tour dans une voie parce que tu t'es perdu en route, ou des fois tu fais demi-tour parce que la météo ou que le risque d'avalanche sont trop importants. Mais tout ça, c'est quand même des enseignements. Donc, j'avais le sentiment d'apprendre en permanence et de me dépasser. Et je pense que c'était ça mon moteur essentiel à l'époque. Ok. Et donc, après, on va arriver du coup à un dépassement encore un petit peu plus important. Comment se met en place les premières expéditions, on va dire? Bah, 2 ans après que je sois arrivé à Grenoble, dans le club de montagne où j'étais, j'ai eu la chance que soit organisée une expédition au Népal, sur un sommet qui s'appelle le Imlung Himal, qui est très fréquenté maintenant, mais qui venait d'être ouvert en fait. Il avait été gravi une seule fois par des Japonais, et ça faisait très très peu de temps à l'époque. Je pense que c'était la deuxième ou la troisième année, je pense, quelque chose comme ça, qu'il était possible d'aller gravir ce sommet-là. Et j'entends parler de ce projet-là. Et du coup, quand tu penses dépassement de soi et quand tu penses les Alpes, c'est génial. Et quand tu entends le mot Himalaya, il y a un truc magique derrière. Et très très vite, je me suis inscrit dans cette idée qu'il fallait absolument que je participe à cette expédition, quoi. Pour aller au sommet ou pas, enfin idéalement pour aller au sommet, mais en tout cas au moins vivre cette aventure, découvrir ce que c'est que la très haute altitude, découvrir ce que c'est que ces montagnes immenses dont j'entendais parler. Et voilà, et je me suis du coup impliqué dans la préparation, et j'étais une des 10 personnes toutes de ce club de montagne à partir, ça c'était en 2001, sur ce sommet qui fait un peu plus de 7000 mètres. Je ne sais plus s'il fait 7126 mètres, c'est le chiffre que nous on avait mesuré en étant sur place, mais il est possible qu'il fasse en réalité 7140 mètres. Enfin voilà, il y avait des questions, on avait juste un altimètre pour mesurer. En tout cas, ça fait un peu plus de 7100 mètres, et pour moi, c'était la découverte de la très très haute altitude, donc j'étais vraiment super excité de partir dans ce truc-là.
Et vous aviez eu du coup combien de temps de préparation quand La préparation, elle s'est faite en termes de durée, elle s'est faite sur une période de 1 an. D'accord. Et ça a été peut-être une dizaine de réunions de 3 heures, plus après du temps de préparation personnelle, aller acheter tes équipements, et puis après des tâches collectives, comme savoir avec quelle agence on voulait se faire accompagner pour amener le matériel au camp de base ou autre. Et là, en termes de financement, comment ça se passe? Chacun finance sa place personnellement ou il y a un projet un petit peu plus grand derrière? L'idée, c'était que c'était que, en tout cas, l'expédition parte, même si on devait tout financer personnellement. Mhm. On a vérifié ça au départ. Et puis, et néanmoins d'aller chercher des sponsors. Et voilà, il y a différents sponsors qui ont suivi, dont en particulier à l'époque mon employeur Capgemini. D'accord. Capgemini a payé la totalité des dépenses collectives, c'est-à-dire c'est 50% du budget de l'expédition qui était fourni par Capgemini. Après, il y a d'autres sponsors aussi, et puis au final de l'argent personnel. Et ça s'est fait naturellement. Quand toi tu en parles, tu embarques facilement ton employeur à l'époque ou... Euh, c'est un peu une drôle d'histoire parce que le hasard a bien fait les choses. L'expédition partait, grosso modo, 6 mois, 1 an, après une très très grosse réorganisation au sein de Capgemini. Et l'entité dans laquelle je travaillais, qui est une entité qui gère tout ce qui est couche réseau, en fait, était un peu une nouvelle activité au sein de Capgemini, avait besoin de se faire connaître. Et donc, du coup, le grand patron de ça a décidé d'utiliser le sponsoring de l'expédition pour que, à travers l'expédition, au sein de Capgemini, on parle de cette entité réseau. D'accord. Et du coup, cette concomitance de temps a fait que les deux projets se sont extrêmement bien enchevêtrés et que, effectivement, c'était relativement facile d'embarquer Capgemini. Mhm. D'accord. Et ce rapprochement entre entreprise et aventure, expédition, dépassement, tu commences à voir que elles peuvent fonctionner ensemble et elles peuvent avoir besoin l'une de l'autre? C'était pas le cas quand je suis parti. En tout cas, je suis pas parti avec cette idée en tête. Par contre, c'était un constat qui est devenu une évidence au retour. D'accord. En fait, ce qui se passe pendant cette expédition, c'est que, comme dans toute expédition, tu es dans un environnement à la fois merveilleux et plein de potentiel. C'est aussi un environnement potentiellement accidentogène, évidemment, entre ce qui est crevasse, chute de pierre ou chute tout court. Et donc, du coup, il y a une partie risque à gérer dans le cadre de l'expédition. Et moi, à l'époque, j'étais chef de projet, donc sur des projets en entreprise, tu vas aussi avoir des risques à gérer. Oui. Et j'avais été formé vraiment spécifiquement sur la maîtrise des risques par Capgemini. D'accord. Et avec une démarche qui est très détaillée quand tu fais du risque informatique, mais avec un squelette, une base qui est commune à toute gestion de risque. Et j'ai utilisé ça pendant l'expédition. D'accord. Et du coup, quand je suis revenu avec plein d'exemples de cas concrets. D'usage, d'apport, d'intérêt de cette approche de maîtrise des risques. Et puis plein d'exemples qui avaient aussi une vertu pédagogique parce qu'en gros, en expédition, les choses se passent, tout va très bien ou tout va très mal, mais il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires, quoi. Quand tu es dans un intermédiaire, ça bascule très vite d'un côté ou de l'autre. Et donc, quand tu veux expliquer des choses, à la fois il y a une portée universelle qui est au message, parce qu'il n'est pas que dans l'entreprise, tu expliques pour l'entreprise, mais le message, là, il n'est pas que dans l'univers de l'entreprise. Et en même temps, le message est extrêmement clair parce que les choses sont blanches ou noires, quoi. D'accord. Donc, et puis quelque part, il y a une crédibilité qui est apportée de fait, parce que sur un certain nombre d'exemples, ce que tu dis, soit ça peut être vrai ou ça peut être faux, comme toute chose que n'importe qui dit, comme toute chose dite par n'importe qui, mais la seule chose, c'est que si c'était faux, tu serais mort. Et comme tu es là, de fait, ça apporte une légitimité au message. Exactement. Et donc vous partez,
Comment ça se passe? L'ascension a duré combien de temps? Et est-ce que vous avez eu des pépins que vous avez réussi à régler puisque tu nous parles aujourd'hui? Alors, l'ascension, en tout, le voyage a duré 8 semaines. D'accord, 2 mois. La partie ascension elle-même, c'est 5 semaines. Entre le moment où on arrive au camp de base et le moment où on repart du camp de base, après avoir gravi le sommet, il se passe 5 semaines. Voilà, pendant l'ascension elle-même, il y a des difficultés qui sont que, comme le sommet a été gravi qu'une seule fois et par des Japonais, et qu'il y a un compte rendu, mais qu'on n'est pas très Japanese fluent, on ne lit pas le japonais, donc du coup, on est l'aventure, c'est à la fois de gravir le sommet, mais aussi de trouver comment gravir le sommet. Oui, d'accord. Donc c'est presque une ouverture de voie. Je gravir le Mont Blanc, mais je pars de Chamonix, je sais rien en termes d'itinéraire, et il faut que je trouve comment gravir le Mont Blanc. Donc il y avait ce côté découverte qui était intéressante, et en même temps qui a fait qu'il y a eu des allers-retours, des tests, des repérages qui n'ont rien donné, et puis d'autres qui ont permis de trouver un passage pour aller jusqu'au sommet. Et puis, au final, c'était une réussite projet absolument extraordinaire, puisque 100% des gens qui ont voulu atteindre le sommet l'ont atteint, c'est-à-dire 9 personnes sur 10. Là où, encore une fois, le sommet a été gravi qu'une seule fois par 2 Japonais. Ensuite, il y avait eu 2 expéditions composées de guides espagnols et allemands, et que des échecs, personne en haut. Et puis, on arrive, et 100% de ceux qui ont voulu atteindre le sommet ont atteint le sommet. Donc, c'était une réussite au niveau projet absolument extraordinaire. Super, ok. Ah oui. Ah ouais, c'était assez. C'est vraiment on va dire un exhausteur de caractère, de personnalité. Il y a plusieurs choses qui se jouent en fait. Il y en a une qui est que, comme tout est un peu extrême, effectivement, d'abord les fenêtres de tolérance des uns et des autres sont plutôt rabaissées que conservées ou augmentées. Il y a des individualités qui se révèlent. Oui. Mais surtout, fondamentalement, pour moi, l'erreur qu'on a faite, c'est que quand on a préparé l'expédition, on s'est centré sur les aspects. Alors, il y a quelque chose qu'on a très bien fait, c'est d'être très clair sur l'objectif de l'expédition, l'objectif du projet. Et après, on s'est centré sur les aspects opérationnels, sur le comment on allait faire. Donc, le fait d'avoir été très clair sur l'objectif du projet, en l'occurrence, l'objectif du projet, c'était que chacun puisse tenter au moins une fois de faire l'ascension du sommet du minimal. Donc ça, c'est super aidant parce qu'on sait qu'on part pour faire de l'alpinisme, mais pas n'importe où sur le minimal. Donc on est tous centrés sur le même sommet. Déjà, ça aide si on ne part pas sur des sommets différents. Et puis le fait que chacun puisse tenter, ça veut dire que si à un moment quelqu'un n'a pas pu atteindre le sommet et qu'on refait une tentative au sommet, mais que du fait du nombre de places dans les camps, tout le monde ne veut pas repartir pour cette tentative-là, ceux qui n'ont pas tenté sont prioritaires. Donc voilà, c'était super aidant ça. Par contre, on a fait une erreur fondamentale en termes de management. Je m'en suis rendu compte après coup, et puis ça s'est validé dans les autres expéditions, et puis c'est aussi ce que je vis et ce que je transfère en tant que consultant en transformation des entreprises aujourd'hui. L'erreur qu'on a faite, c'est que on est passé à côté du vrai challenge, et le vrai challenge, c'était pas de savoir seulement quel était l'objectif du projet et puis comment on allait faire, donc quel piolet, quel crampon, combien de mètres de corde fixe, etc. Le vrai challenge, c'est de savoir quels étaient les motivateurs intrinsèques de chacune des personnes pour venir à cette expédition. Qu'est-ce qui faisait sens pour les uns et les autres. Et en fait, si on s'était posé cette question-là comme il faut, on se serait rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient là pour le dépassement de soi, d'autres pour se faire plaisir avant tout, et il n'y avait aucune difficulté avec ça. On pouvait très bien réagencer l'expédition de telle façon que ce soit complètement compatible et que ça satisfasse tout le monde. Mais il fallait le savoir au début. Le dépassement de soi d'abord, qui du coup mettait les cordes fixes et faisait le plus difficile du travail,
Et du coup, pour ceux qui voulaient se faire plaisir avant tout, l'ascension, forcément, c'est de la haute altitude, donc ça reste difficile, mais elle aurait été plus facile et plus agréable. Et comme on a confondu l'objectif du projet avec l'objectif des personnes, comme on n'a pas répondu à la question qu'est-ce que tu vas chercher toi, pour toi, Olivier, ou toi, Carole, c'est le prétexte pour accéder à quoi pour toi de faire cette ascension, notre organisation n'était pas loin d'être optimale. Il y avait des tensions, des frictions, et puis quand tu as des frictions récurrentes dans un univers qui est clos, où tu peux pas décharger de l'émotion en appelant un ami, où on est tous les uns sur les autres, où on mange pas toujours bien, on dort pas toujours bien. Enfin, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour que la mariage prenne, et elle a tellement bien pris qu'au retour, on a une réussite projet absolument exceptionnelle, et en même temps, hélas, un fiasco humain. Donc là, toi, tu rentres, toi, tu y allais pour te dépasser, donc tu as été, à mon avis... Moi, j'ai été servi sur ce critère-là. Je peux dire que je me suis dépassé, mais 10 000 fois plus que j'aurais imaginé être capable de le faire. Et du coup, ça te motive, ou tu as eu un petit temps de relâche, ou qu'est-ce qui se passe en termes de projection, de vision et de retour en France? Pour te dire, quand je suis sur le chemin du retour de descente du sommet, en fait, est déjà né dans mon esprit l'idée de partir de Zanskar, donc une petite région à l'extrême nord de l'Inde, pour revenir jusqu'au camp de base de l'Everest, et donc de traverser une grande partie de l'Himalaya à pied pendant un an. J'ai déjà, tu vois, je suis pas encore en France, je suis juste de retour du sommet, en train de marcher vers le retour vers la civilisation, et je suis en train de repérer où sont les checkposts, est-ce qu'il y a une façon de les bypasser, parce que je sais que pour traverser l'Himalaya à pied, c'est impossible d'avoir tous les permis nécessaires officiellement, et que du coup tu peux pas le faire, en tout cas à l'époque je pouvais pas le faire totalement légalement, et moi je préfère faire les choses aussi légalement que possible, mais par contre je renoncerai pas à un projet s'il est éthique, et en plus s'il est bon pour les populations, au motif qu'il y a une règle faite par une oligarchie quelque part à Katmandou, et des gens qui capturent et le pouvoir et l'argent du pays. Donc c'est pas ça qui allait m'arrêter. Mais donc du coup, je suis pas encore revenu en France. Je suis sur le chemin retour de l'Himalaya, et je suis déjà en train de tester par la pratique sur le terrain comment je vais pouvoir traverser l'Himalaya après à pied pendant un an, si c'est possible. Donc là, une fois que tu es en France, donc tu mets tout de suite en route ce projet. Comment ça se passe? Tu repars combien de temps après? Alors l'Himalaya, c'était en 2001. Et la traversée de l'Himalaya, c'était de mai 2003 à mai 2004. D'accord. Et là, en fait, là, c'est un beaucoup plus gros projet, beaucoup plus compliqué à organiser. Et c'est un projet qui m'a pris quasiment 1 an et demi de préparation. Enfin, ça s'est fait sur 1 an et demi de préparation et quasiment en travaillant à mi-temps sur le projet. D'accord. Donc, tu vois, c'est à mi-temps pendant 1 an et demi pour au final faire une traversée d'1 an. Donc là, comment tu t'organises avec Capgemini? Comment tu anticipes donc cette diminution, et puis est-ce que tu prends un congé sans solde? Est-ce que tu démissionnes? Comment ça... Côté Capgemini, moi je pensais partir en congé sans solde, et il se trouve que ça tombe à une époque où il y a une chute d'activité importante dans le secteur informatique. Et Capgemini a une réaction extrêmement intelligente, c'est de dire plutôt que de licencier les gens, et puis quand l'activité va repartir, de réembaucher les gens. Ce qui n'est pas super pour nous, parce que nous, Capgemini, ça va nous coûter très cher, et ce qui n'est pas super humainement, parce que virer des gens, ça n'a jamais été le top de ce qu'on pouvait faire humainement. Capgemini décide de mettre en place un dispositif qui fait que tu peux partir en congé sabbatique si tu veux pendant 1 an, et en plus, on te verse 25% de ton salaire pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'au final, l'opération coûte pas plus cher à Capgemini que licencier embaucher, et ça permet d'être en adaptation au niveau de la structure de l'entreprise, d'avoir moins de gens dans cette période où il y a moins d'activité. Donc j'ai bénéficié de ce dispositif-là, ce qui fait que je suis parti en étant à nouveau en partie financé par Capgemini. D'accord, super. Ça tombe vraiment au bon moment.
Oui, absolument. Après, il y a un peu de savoir-faire aussi, mais tu vois, enfin en interne, mais oui, c'est tombé au bon moment. Ce qui est intéressant aussi à partager, je pense, c'est toute la phase de préparation, parce que en fait, quand tu traverses l'Himalaya à pied pendant un an, c'est pas trop difficile d'avoir de l'information sur la majorité des régions quand tu y es au bon moment. Tu vois, à quoi ça ressemble le Mustang quand on y va en été, ou la liaison entre le dépôt et la région suivante quand tu passes l'école, quand c'est au printemps ou à l'automne. Mhm. En fait, quand tu pars sur un an, bah forcément, tu auras l'hiver quelque part. Et c'était très très compliqué d'avoir des informations. Évidemment, tu sais pas quand la neige va tomber et bloquer l'école. Et puis d'avoir de l'information sur est-ce que l'école reste praticable ou pas praticable quand ils sont enneigés. Est-ce que voilà, il faut des équipements techniques ou est-ce que tu peux y aller comme ça, juste avec des bonnes chaussures et tes bâtons. Et puis après, il y a toute la zone Népal qui est en guérilla à l'époque. Il y a vraiment toute une partie du pays qui est contrôlée par la guérilla maoïste, Mhm. et puis une plus petite partie qui est contrôlée par le gouvernement. Et nous, on avait traversé tout ça. Et donc, comment tu fais pour avoir de l'information, ne serait-ce que savoir si tu peux trouver de la nourriture ou te ravitailler sur des villages, dans des villages, dans une zone qui est en guerre civile. Et en fait, pour avoir ces informations-là, Comment tu t'es après avoir préparé? j'ai fini par trouver une femme exceptionnelle qui s'appelle Olga Lasota, qui travaillait dans un orphelinat dans la région de Katmandou. Mhm. Et Olga a embarqué dans le projet. Voilà, c'était mon support numéro un sur place. Génial. J'ai eu du Les support personnes de clés. sociétés comme Terre d'Aventure ou comme Alibert ici. Et puis après, sur place, c'était Olga. Et en fait, Olga, à travers son association, se renseignait pour savoir quelles autres associations humanitaires intervenaient notamment dans le Grand Ouest népalais. Mhm. Ensuite, elle les contactait pour savoir quand est-ce qu'il y avait des Occidentaux qui avaient fini leur mission et qui rentraient en Europe. Et là, elle prenait rendez-vous avec eux pour aller les choper à l'aéroport à Katmandou avant qu'ils prennent leur avion, Oui. pour leur demander dans quelle région ils étaient, s'il y avait de la nourriture, si les maoïstes avaient fait sauter les ponts ou s'ils étaient encore utilisables. Et en fait, il y a eu, je pense, plusieurs milliers d'emails échangés avec Olga pour récupérer de l'information comme ça sur cette zone-là. Une base de données incroyable sur place. Ouais, mais comment dire, j'ai un fichier Excel. Je peux même pas te dire le nombre de lignes qu'il y a. Et puis en colonne, l'état des infrastructures, est-ce qu'il y a de la nourriture, s'il y a des contacts clés. Enfin, vraiment, j'ai tout l'itinéraire avec toute l'information, grosso modo de quelle période à quelle période de l'année tu peux traverser et quand est-ce que tu es coincé par les conditions hivernales. Et ça a été un travail de fourmi, quoi. Ça a Ouais. vraiment été un travail de fourmi. Et là, donc tu prévoyais de partir seul ou avec d'autres personnes? Ben, moi, idéalement, alors c'est un voyage qui ne pouvait pas se faire avec un grand groupe, Mhm. puisque en fait, notre nourriture, on l'achetait dans les villages, et parfois un village, c'est 3 maisons. Oui, Donc tu débarques à 10 dans un village de 3 ils maisons peuvent et pas tu te prends de la nourrir. nourriture Hmm. pour 2 semaines. Les gens n'ont plus rien à manger, quoi, donc c'est pas possible. Ok. Moi, idéalement, j'aurais bien fait ce voyage en duo avec ma conjointe, Mhm. qui était là à l'expédition Imlonimal. Voilà, mais c'était pas son truc. Et puis il y a eu quelque chose comme un an de préparation, et au bout d'un an de préparation, en fait, elle me dit, pour moi c'est trop grand ce truc-là, mais quand même, si tu pars un an faire ça, enfin, je me vois pas rester à la maison et savoir que tu es là-bas et pas en profiter. Enfin bref, j'aimerais venir un bout, D'accord. donc j'aimerais venir 6 mois. Donc ok, on part sur le principe que il y a une partie du voyage qui se fera ensemble, et puis on approche de la date de voyage. Hmm. Et là, elle avait prévu un congé sabbatique. Et au moment de poser sa demande de congé, en fait, elle se sent vraiment pas confortable avec ça. Et elle décide finalement de poser son congé pour un an et qu'on parte ensemble pour faire la traversée. D'accord. Ah, super. Donc c'était un truc. Donc on est parti à deux et c'était une belle surprise. Bah ouais, une aventure encore plus. Alors après, peut-être révélatrice et aussi compliquée parce que sur place,
un an. Là, vous aviez posé vraiment ce que vous alliez chercher chacun et comment vous vouliez rentrer, ou t'avais gardé en tête la leçon de la première expédition? Ben, on avait tiré des enseignements, en tout cas de la première expédition. Mhm. Donc là, oui, on s'est posé la question du pourquoi, pas en un mot la cause, mais le pourquoi en deux mots, quoi, le what for, le qu'est-ce qui m'anime, Oui. moi, et qu'est-ce qui t'anime toi dans ce projet-là. Et c'était pas exactement les mêmes choses, mais il y avait un recouvrement suffisant. D'accord. Et puis au moins, c'était dit. Et donc, voilà, on est parti comme ça. Moi, j'étais encore beaucoup dans le déplacement de soi et aussi intéressé par les relations avec les populations, ce que j'avais touché du doigt à travers la première expé, mais peu, parce qu'en fait, c'est toute la marche d'approche, les 7 jours de marche d'approche et puis les 9 jours au retour, mais après, tu es dans ton camp de base et en altitude, il n'y a plus de population. Donc, donc il y avait cette dimension-là et beaucoup de déplacement de soi. Et pour Carole, c'était beaucoup les relations avec les populations, leur culture. C'était d'abord ça, je pense, qui l'animait. D'accord. Et donc vous avez cette mission un petit peu plus sur la rencontre ou l'aide des populations. C'était le but, c'était de documenter, c'était d'apporter soutien, ressources, communication. L'intention première, c'était de vivre cette grande aventure ensemble dans ce cadre-là. Mais le projet, c'est pas que ça, c'était aussi de faire un film. Donc, je m'étais formé à l'usage de la caméra, en tout cas à tourner des images avant. Mhm. C'était de faire un film qui permette d'en témoigner au retour. D'accord. Et du coup, de faire des conférences. À l'époque, c'était centré des conférences pour du grand public, Mhm. pour le grand public. Et c'est ce qui s'est passé au retour avec des tournées de conférences, avec des organismes organisateurs de conférences comme ça, de voyages. Et il y a eu quelque chose comme 300 conférences dans les 2 années qu'on suivit. Ok, donc changement de métier là. 300 conférences, ça fait une conférence tous les 3 jours, 4 jours? Alors, effectivement, la partie conférence, c'était des tournées. Donc, tu pars sur un mois ou des fois sur 2 mois. Donc, après le retour de l'expédition, je reviens chez Capgemini, je reprends mon job. En parallèle, avec la société de production, on monte le film. Et puis là-dessus, le film est présenté en festival. Il est primé dans plusieurs festivals. Donc, je commence à être connu. Et là, j'ai un premier circuit de conférences qui me demande 52 conférences pour l'année suivante. On va beaucoup trop vite là. On va beaucoup trop vite. Vous êtes déjà rentré. Et alors, un an donc dans l'Himalaya, qu'est-ce que vous découvrez? Comment ça se passe? Est-ce que les milices posent problème? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu le contenu, à mon avis, très très riche de cette année? Moi, ce que j'en retiens je retiens plein de choses, mais vraiment la chose la plus essentielle, c'est que quand tu pars faire un voyage comme celui-là, tu as des idées de ce qui est utile, futile, agréable ou essentiel dans la vie. Mhm. Et quand tu reviens, tu as des certitudes. Oui. Bon, soit ça a confirmé ta vision initiale, soit ça l'a recalé d'une façon plus juste. Mais en tout cas, au retour, tu as des certitudes. Quand tu es accueilli par des gens qui n'ont pas grand-chose et que tu es accueilli comme un roi et que, je sais pas, on a fait des soins, il trouve que Carole est pharmacienne, donc ça a permis de faire quelques soins, même si on était limité en médicaments pendant la traversée. Et je me souvien qu'on a été accueilli une fois chez une femme qui avait une joue énorme. En fait, elle avait un abcès, mais monstrueux, quoi. Et ça n'empêchait pas de nous accueillir. Et on l'interroge, savoir si y a un médecin, un dentiste, enfin, si elle va pouvoir faire quelque chose. Elle nous dit que oui, elle ira voir chez le dentiste. Bon, mais juste, ça sera dans 3 mois parce que il est de l'autre côté de la montagne et que les côtes sont fermées par la neige. Et là, d'un coup,
ton système de santé français qui te rembourse en retard, et où il manque 3 euros, j'en sais rien. Oui. Ouais, ok, très bien, mais la réalité du monde en général, beaucoup de gens nous disaient aussi, hein, là, mais vous partez un an, mais comment vous allez faire au niveau santé si vous arrive quelque chose? Et voilà, la question elle est légitime et elle est pertinente. Mais l'immense majorité de la planète ne vit pas comme Bien nous, sûr. en fait. Et ce que nous, on a vécu là pendant une parenthèse d'1 an, il faut garder à l'esprit que c'est le quotidien de toute une vie de millions de personnes. Milliards. Pas de milliards pour la planète, quoi. Donc il y a ça, cette prise de recul, cet ancrage de ce qui est réellement essentiel. Le constat que la solidarité des hommes s'arrête là où démarre la route, et à l'inverse, que dès que tu t'éloignes un peu de la route, autrement dit, de la capacité à avoir en profusion des biens de consommation, dès que tu t'éloignes de ça, tu retrouves une solidarité qui est croissante et qui est exceptionnelle dès que tu es un petit peu loin. Alors, quand on a traversé des endroits où les villages vivaient en autarcie, parce que aller acheter ne serait-ce que du sel, c'était 4 jours de marche aller, 4 jours de marche retour. Ok. Et pour des gens qui marchent infiniment plus vite que nous. Et quand tu arrives dans un truc comme ça, même si tu débarques à 10h du soir et que tu es un espèce de martien par rapport à eux, tu es accueilli tout de suite, quoi. La sécurité des gens, la sécurité du voyageur dépend du fait qu'il puisse trouver un abri à un moment ou un autre. Et c'est vrai pour toi qui es accueilli, mais c'est vrai pour celui qui t'accueille quand lui-même voyage. Donc du coup, c'est une évidence. Et la plus grande difficulté en termes d'hébergement, la plus grande difficulté qu'on a eue, nous, occidentaux, c'est juste de dépasser une croyance limitante dans nos têtes, à savoir qu'il suffit de frapper à la porte d'une maison pour qu'elle s'ouvre et que tu puisses dormir là. Et ça, c'est... et ça va même plus loin que ça, c'est que des fois, on a attendu, parce que du coup, tout le village était allé au champ, enfin, voilà, en tout cas, il n'y avait personne dans le village, donc c'est arrivé qu'on attende, et puis qu'après, on soit accueillis quand les gens reviennent. Et les gens nous demandaient pourquoi on n'était pas rentré, quoi, pourquoi on ne s'était pas installé. Et en fait, là-bas, tu arrives, tu frappes à la porte, si quelqu'un t'ouvre, voilà, c'est super. Mais si personne t'ouvre, tu rentres, tu t'installes dans le salon, à un moment, quelqu'un va venir. Tu vois. Incroyable. Essaye de faire ça à Paris. On est dans 2 mondes différents, quoi. Déjà, en France et dans l'Occident, les portes sont fermées. Oui, chez nous, les portes sont fermées dans l'Occident et elles sont fermées plusieurs fois. Elles sont fermées une fois par le tour de clé que tu as mis dans la serrure. Elles sont fermées dans la tête et l'esprit des gens aussi. Parce que même si tu sonnes et que la personne t'ouvre la porte, déjà, elle va peut-être te regarder juste à travers un judas et parler à travers la porte. Mais à supposer qu'elle ouvre la porte, si la question c'est bonjour, je suis de passage, est-ce que je peux dormir chez vous ce soir, je crains que la réponse ne soit pas toujours positive. Exactement. Ça me rappelle quand on avait été, quand j'avais été rejoindre Laura en Nouvelle-Zélande, on avait fait une ou deux fois, on avait pris aussi chez l'habitant une ou deux nuits. Et 2 fois, on a été rentré chez les gens et les portes étaient là-bas pas fermées et c'était normal de s'installer si on arrivait à 14h, 16h en attendant que la personne arrive à 18h. Et une fois, on avait même du coup préparé le repas alors qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas encore rencontré nos hôtes. Donc c'était vraiment très très riche et je te rejoins là-dessus. Mais oui, et c'est tellement plus ça la vie, quoi, avec un grand V. Oui. Et en Himalaya, surtout chez les bouddhistes, toute rencontre est une chance. Donc non seulement on peut faire ce que tu viens de décrire, mais même si ils n'ont jamais entendu parler de toi et même si personne ne sait que quelqu'un va débarquer dans le village, tu t'installes quand même, quoi. Oui, c'est encore plus fort là-bas. Ouais, donc c'était ce que je retiens de ce voyage, c'est ça, c'est ce côté vrai, voilà, authentique, simple. C'est le choc au retour d'aller à Carrefour-Mélan, qui se trouve être un des plus grands carrefours de France, à côté de Grenoble, juste après le retour, parce que quand on rentre après un an d'absence, il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Exactement.
Et donc, je vais faire des courses. Et là, c'est le Et choc. là, je compte qu'il y avait quelque chose comme, je sais plus, c'est 8 ou 12, peu importe, modèles de boîtes de petits pois, quoi. Et quel est le sens de ça? Parce que, bon, tu vois, avec Laura, tout ça, il y a un petit bébé qui va arriver, vous êtes une grande famille, donc vous avez besoin de grandes boîtes, et si moi je suis tout seul, j'ai des petites boîtes. Toi, je sais que tu aimes les petits pois, alors que moi j'aime les gros petits pois. Mais tu vois, ça peut être 4 possibilités, mais à quoi ça sert d'en avoir 8, 10, 12? C'est Oui, mais ce bien sûr, bien contraste sûr. ce contraste entre l'abondance matérielle qu'on a ici et Mais, une forme mais la de pauvreté pauvreté du du lien. vécu humain. Et à l'inverse, là-bas, où il n'y a pas grand-chose, mais où humainement on vit des choses absolument exceptionnelles, ça, c'était vraiment une des grandes beautés du voyage. Ouais, super. Ça, c'est vraiment très, très riche. On est tout à fait d'accord. Donc, comment ça s'organisait quand même pour filmer et documenter cette année-là? Comment vous envoyiez, comment tu stockais, comment tu rechargeais? Je, je, je vois pas bien sur un an et peut-être dans des conditions un peu compliquées comment c'était possible et peut-être est-ce qu'il y avait une pudeur dans vos rencontres, avec les habitants, dans vos échanges, que tu devais un petit peu travailler, un petit peu amener le fait que tu filmais, tu documentais et tu avais ce... Non? Non, enfin, forcément, sur un an, il peut y avoir des exceptions, mais non, il n'y avait pas de plus de difficulté avec ça. Simplement, bon, déjà, on avait une toute petite caméra, essentiellement pour des raisons de poids, mais du coup, ça peut être aussi moins impressionnant pour des personnes Oui. que si tu arrives avec une équipe de tournage de télévision et une caméra énorme. Mais non, surtout, on était avec les gens, il y avait un contact qui était établi. Enfin, tu vois, on débarquait pas avec notre caméra pour faire un reportage, on vivait avec eux. Mhm. Et puis on demandait si on pouvait prendre des photos, si on pouvait filmer. Et en fait, ça devenait une évidence, Mhm. quoi. C'était pas, j'ai pas souvenir d'avoir eu de trucs où je me dise, tiens, bah là. Enfin, si, il y a des moments où j'ai senti que c'était pas le moment qu'on Oui, voilà, filme, il et fallait puis on pas. l'a pas fait. Mhm. Mhm. Et puis il y a un festival aussi religieux, à un moment on passe à Sangla, il se trouve que c'est un des moments de l'année où il y avait une grosse fiesta religieuse, et on nous a dit qu'il ne fallait pas filmer un certain nombre de choses parce que ça correspondait à leurs croyances. Et voilà, et du coup, ces choses-là, on ne les a pas filmées, quoi. On fait d'autres images à d'autres moments. Et puis après, techniquement, on avait un tout petit panneau solaire qui faisait en théorie la moitié de la surface nécessaire pour recharger les batteries de caméra. Mais entre le fait que le panneau débite mieux là-haut que ici, et puis quelques astuces, enfin voilà, j'ai travaillé avec des gens sur le sujet avant de partir. Mhm. Et puis j'étais allé sur place faire des tests aussi du coup, j'ai eu un retour d'expérience en allant marcher 100 km sur la rivière gelée, la Tchadar, l'hiver précédent. D'accord. Avec tout ça, on avait une solution qui était très légère, un peu limite parfois, mais opérationnelle. Super. Ok. Et puis pour ramener après les cassettes et les pellicules photo, via une agence en France, on avait été mis en relation avec une agence népalaise d'un côté et puis indienne de l'autre, qui elle-même avait des contacts locaux dans les villages, ou en tout cas sur les routes, sur les quelques routes qui traversent l'Himalaya, où il y avait, enfin, dans des villages de quelques routes qui traversent l'Himalaya. Et donc, je pense 3 fois ou 4 fois, quelque chose comme ça dans l'année, on est arrivé quelque part où on a laissé nos pellicules photos euh, et où quelqu'un les a ramenés du coup à Katmandou ou à Delhi, ou l'agence française du coup quand elle rentrait avec des touristes, les récupérait et les envoyait à quelqu'un à Grenoble qui les amenait à se développer. Ok. Super. Donc c'est une grande chaîne de solidarité Encore une fois. et aucune pellicule n'a été perdue avec ça. Il y a un sac qui a été perdu à un moment qui est parti avec un bus. Personne n'a oublié de reprendre le sac. Et donc pendant quelque chose comme un mois, ce sac a été cherché, mais au final on a tout retrouvé. Et puis une petite astuce
pour les voyageurs, pour garantir qu'on aurait des images de toute la traversée, même si quelque chose se perdait. On avait numéroté nos cassettes ou nos pellicules, et on faisait 2 colis différents. Il y avait un colis où on envoyait tous les numéros pairs, et un colis tous les numéros impairs. De telle façon que si un colis se perd, on n'est quand même pas perdu toutes les photos de toute une région. Ok, ouais, super ça. Très, très bonne astuce. Maintenant, c'est un petit peu plus peut-être simple à envoyer sur les clouds avec tout ce qui est numérique, mais ça peut quand même sauver beaucoup de choses. Et donc, le travail est effectivement, une fois rentré, vous n'aviez rien partagé pendant le voyage. Il a fallu dérocher et construire un petit peu le documentaire et toutes les ressources que vous aviez emmagasinées après. Oui, pendant le voyage, en fait, on a communiqué chaque fois qu'on avait de l'Internet, c'est-à-dire 3 fois dans l'année. Oui. Et après, c'est pareil, ce que tu dis par rapport au cloud, aujourd'hui, évidemment, on va être sur carte mémoire ou des supports comme ça. Mais si je repartais traverser l'Himalaya à pied pendant 1 an, je ne garderais pas toutes mes cartes mémoire sur moi pendant 1 an, au risque que mon sac tombe à l'eau et que je perde tout. Oui. Et c'est pas avec les débits Internet que tu vas trouver au fin fond de l'Himalaya que tu vas envoyer de la vidéo sur le cloud. Donc, aujourd'hui, c'est plus des pellicules, intérêt. mais ce sont quand même les cartes qu'il faut envoyer. Ok. Et donc, vous mettez combien de temps on va dire, à ratterrir, à refaire le plein du frigo, effectivement, mais à construire et à documenter, à se mettre en ordre de marche pour partager et faire les premières conférences au retour? Ça a été très différent pour Carole et pour moi pour atterrir. Pour Carole, il a fallu 1 mois pour qu'il y ait un premier niveau d'atterrissage et en fait 3 mois pour qu'elle soit revenue complètement occidentale dans un mode de vie occidental. D'accord. Et voilà, après des longs voyages, j'ai pas fait d'autres longs voyages, mais j'ai eu des échos sur le fait que pour un certain nombre de personnes, c'est comme ça que ça se passe, et c'est ok. Et alors moi, c'était un mode interrupteur. C'est-à-dire que moi, je rentre de l'Himalaya, j'atterris à Orly. Oui. Mon seul problème du moment, c'est que il faut que je passe un coup de téléphone et que pour téléphoner, tout ce que j'ai, c'est ma carte bleue et que j'ai oublié le code. Donc voilà, problème opérationnel. Mais à part ça, le lendemain matin, j'achetais un PC qui était là pour servir à faire le montage vidéo. Ok. Et donc, je sors d'1 an d'Himalaya et d'une forme de Moyen-Âge en termes de mode de vie à certains moments. Et le lendemain, je suis déjà dans la projection de comment on fait le film. Et donc, tu fais tout toi-même Non, c'est vraiment un métier. Alors autant je conseillerais pas de partir avec une caméra, de faire des images et puis de dire après je vais en faire un film. Il faut vraiment se former avant pour faire des bonnes images. Oui. Voilà, il y a des choses à connaître, mais ça s'apprend. Si on veut l'apprendre, ça s'apprend relativement facilement et rapidement. Le dérochage, ça c'est moi qui l'ai fait et c'est une étape très très fastidieuse, très longue, mais simple à faire. En revanche, le montage vidéo, là, c'est vraiment un métier. C'est pas parce que tu mets, pas parce que tu donnes un pinceau et de la peinture à quelqu'un qui devient Picasso. Bien sûr. Et donc là, on a fait ça avec Migou Productions, qui est une boîte de production à Grenoble. Et c'était prévu ça avant, déjà? Raphaël Lassablière et puis Laurent Mollard qui s'occupait du son. Qui sont des professionnels de ça, qui ont fait le montage. Et sincèrement, j'aurais été incapable techniquement, j'aurais été capable de monter des images, ça n'y a pas de problème. Mais de respecter les rythmes, les formes de narration, il y a plein de subtilités qui font que c'est vraiment la patte du pro qui fait que le film a fonctionné et a été primé après. J'aurais jamais pu faire ça tout seul. Super. Et tu avais déjà prévu travailler ou échanger avec ce partenaire-là avant de partir ou tu l'as choisi après? On devait travailler avec une autre boîte de prod avant de partir. D'accord. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait au retour. Okay. Et donc on a changé. D'accord. Et donc, les premières conférences, première tournée de conférences, tu
tu les mets en place une fois que le film il est sorti, une fois que tu as de la matière, et du coup, combien de temps après être rentré? J'ai dit, il y a une coupure sur la fin de la question. Et les premières conférences, le film est monté, il est présenté en festival. Oui. Il est primé au festival de films d'aventure, du film de montagne d'Autran, dans la catégorie première réalisation. Après, il est Bravo. primé aussi dans d'autres festivals, dont à Nice. Et je reçois un coup de téléphone d'un organisme qui présente comme ça des films d'aventure en France. Et on signe un contrat pour 52 conférences. D'accord. Et donc, la suite de ma question, c'était combien de temps après être rentré tu fais les premières conférences? Grosso modo, c'était un an après. D'accord. Le film est sorti un an après. Le livre est sorti un petit peu après. Et puis, grosso modo, un an après, je signe le contrat. Et comme ce sont des tournées qui sont prévues un an à l'avance, 2 ans après le retour, ça démarre. D'accord. Et donc, pendant toute cette période-là de préparation de ces contenus, de ces œuvres, tu poursuis, tu redémarres chez Capgemini ou... Oui, je continue à faire mon job de chef de projet chez Capgemini. Et puis, je mène ces projets-là de livres et de films à côté. Ok. Et une fois que tu commences à faire les conférences, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu t'es préparé à monter sur scène? Comment ça se passe? Alors, en fait, déjà, il y a une étape qui est la décision de quitter Capgemini, parce que quand on me demande 52 conférences, c'est super, mais 52 conférences, plus le transport dans l'année, plus le fait d'écrire le livre, puisque il avait été commencé, mais il y avait encore du travail sur le livre, tout ça faisait que, en gros, je pouvais rester chez Capgemini, je sais pas, 25% du temps, tu vois, chef de projet. T'arrives et puis le temps qu'on t'explique que ce qui s'est passé sur le projet, c'est l'heure que tu repartes, donc ça fonctionnait plus. Ok. Donc je décide de quitter Capgemini et d'ouvrir une parenthèse avec cette tournée de films, cette tournée de conférences, sachant que la parenthèse peut très bien se refermer au bout d'un an et puis je peux revenir ou chez Capgemini ou retrouver un emploi salarié ailleurs, ou ma foi, si ça continue, ça continue. Et le fait est que cette tournée de conférences m'a amené ensuite d'autres tournées, cette fois-ci y compris à l'étranger, au Canada et ailleurs. Et que le truc, c'est l'ensemble, c'est entretenu. Et après, la montée, par rapport à ta question, la montée sur scène, le fait d'être sur scène, moi j'étais déjà un communicant, j'étais pas l'ingénieur informatique fermé sur sa machine. Et tu vois, j'étais déjà chez Capgemini, le dernier job que j'avais, c'était de faire du knowledge management, de la gestion des connaissances pour l'ensemble d'une division de Capgemini pour la France. D'accord. Donc en fait, c'était une interface entre des gens qui produisaient des contenus, des gens techniques qui les mettaient à disposition, j'étais dans de la facilitation. Donc j'avais déjà ce côté-là. Et puis même dans ma vie antérieure, avant même que je sois en école d'ingénieur, j'ai fait beaucoup d'animation en centre de loisirs, de la formation d'animateurs de centre de loisirs, dont des spécialisations autour de la vidéo et une autour de l'expression d'une façon générale. Et donc voilà, c'est pas très. La première conférence, il y a eu un stress qui était est-ce que la technique va suivre, quoi. Oui. Parce que c'est toi qui gères la technique. Mais en dehors de ça, à partir du moment où tu as des gens que j'imagine bienveillants, puisqu'ils sont venus pour te voir, ils n'étaient pas obligés. Donc a priori, c'est qu'ils sont intéressés. Tu as quelque chose à dire qui est utile pour eux, qui est sympa. Qu'est-ce qui peut se passer tu vois, il n'y a pas de vrai risque. Si tu viens vendre de la poudre aux yeux, tu risques d'être démasqué. Mais si tu viens vendre juste le partage sincère de ce que tu as vécu avec des gens qui ont envie d'écouter ça, c'est juste un bon moment de rencontre. Super. Et j'étais en train de me faire la réflexion que c'était quand même incroyable que ce ne sont pas les deux expéditions qui t'aient fait switcher
d'un modèle de travail salarié à entreprendre et à devenir indépendant dans la manière de délivrer ses missions. Mais c'était surtout le partage de ces deux aventures qui t'avaient amené ce choix-là. Oui, en fait, il y a eu dans ma vie comment dire, un basculement, une évolution progressive d'un job classique et une vie classique qui est OK comme ça, vers plus de montagnes, vers plus d'aventures, plus de découvertes. Ce truc-là s'est fait en biseau. Et puis à un moment où j'avais une opportunité, ça finit par créer une opportunité que je n'avais pas prévue, mais qui s'est créée comme ça, et de traverser l'Himalaya et de faire ce film et les conférences derrière. Et là, je décide de basculer, tout en sachant que je peux revenir en arrière. Donc c'était assez confort comme bascule. Super. Et donc tu fais le switch, tu délivres et tu voyages et tu transmets ce message et ce partage sur scène. Est-ce que tu prévois une autre aventure, un autre voyage comment tu transformes un petit peu ce quotidien et cette organisation pour en faire maintenant une activité à part entière et progresser comme ça? Ce qui se passe, c'est que la première tournée de conférence en France m'amène à en faire une deuxième beaucoup plus importante en Belgique et en France, qui ensuite m'amène à faire une tournée de conférence au Québec, au New Brunswick, enfin, bon, on va dire dans tout le Canada francophone. Et j'avais rencontré un Canadien dans le cadre des tournées que je faisais ici. Et puis du coup, ça me fait découvrir des univers extraordinaires que sont l'univers du Canada et ses grands espaces. Oui. J'avais déjà découvert un peu avant le ski tracté par cerf-volant. D'accord. Et le truc, c'est que quand tu fais du ski tracté par cerf-volant dans un grand espace en montagne ici en France, tu fais quelques kilomètres et tu fais demi-tour. Oui. Au Canada, quand tu trouves un petit lac, il fait 40 km de long. Ça change la perspective. Voilà, l'ordre de grandeur n'est pas le même. Oui. C'est tout pareil, un peu plus grand. Et c'est vrai aussi pour les conférences, c'est-à-dire qu'en France, au Canada, j'ai un régisseur à la fois qui est mon chauffeur et qui est régisseur, qui m'a été attribué par les grands explorateurs, l'organisme qui fait la tournée de conférence. Et des fois, il me dit là, demain, ça va, on fait une conférence et on revient. Des fois, on dormait à l'hôtel, puis des fois, on revenait à Montréal. Non, demain, ça va, c'est pas trop loin, on fait une conférence à côté et on revient. En fait, on faisait 350 km, on faisait la conférence et on revenait, quoi. Oui. Donc, c'est tout comme la France en plus grand. Et alors, ce qui est amusant, c'est que ils font des conférences comme ça toute l'année, des tournées avec plusieurs conférenciers toute l'année, sauf en juillet-août. Et globalement, les gens veulent faire les conférences en dehors du cœur de l'hiver, parce que quand tu es au cœur de l'hiver, tu passes plus de temps dans les transports, tu peux être bloqué dans des tempêtes de neige, ce qui nous arrive plusieurs fois. Enfin, voilà, c'est l'hiver, c'est compliqué. Et moi, j'ai demandé exactement le contraire. Et moi, je vais y aller en janvier et février. Et du coup, en y allant en janvier et février, je me disais, je pourrais peut-être faire du ski tracté par cerf-volant. Et puis, en fait, on démarre la tournée, on se rend compte que oui, c'est possible. Et du coup, on fait un crochet par Québec pour aller s'acheter des skis sur place. Et en fait, l'organisation officielle, c'était tu arrives je sais pas, enfin, au milieu d'après-midi, quoi, à 15-16 h ou 17 h. Tu installes tout, et puis le public arrive vers 20 h ou 19 h 30, et puis tu fais la conférence, et puis après tu repars. Donc, en fait, on appelait les régisseurs le matin, savoir si on pouvait venir plus tôt. On essayait de débarquer, on partait tôt, on essayait de débarquer vers 11 h midi. Du coup, tout le matériel était installé. Ensuite, on allait faire du ski tracté par cerf-volant jusqu'à une demi-heure avant le démarrage de la conférence. Et là, ça m'est arrivé de rentrer. Il y avait la file du public qui rentrait dans la salle d'un côté. Et moi, je rentrais par l'arrière de la salle avec mes chaussures de ski et tu vois, et mon cerf-volant.
Et derrière le rideau, Tu te je remets des prépares. habits civils, et puis voilà, et hop, les 3 coups, et on ouvre le rideau. Et donc c'était une belle aventure pour ça. Et puis c'est ça qui m'a fait découvrir en fait l'univers canadien, et Hmm. qui m'a ouvert aussi une opportunité. C'est un peu toute une histoire comment dire, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui du coup t'ouvrent des opportunités auxquelles tu ne pensais pas, et du coup que tu exploites, qui te font faire d'autres choses qui sortent de l'ordinaire, qui t'ouvrent d'autres opportunités. Tout mon parcours. Là, ce qui se passe, c'est que il y a un gars qui s'appelle Marc Raffard qui entend une interview que je fais à Radio-Canada, dans laquelle je dis du coup, l'univers canadien, là, c'est super, c'est génial, et ça me donne envie d'aller voir l'environnement polaire plus au nord. Donc il entend ça à la radio, et donc du coup, il prend sa voiture, il fait 30 bornes pour venir sur le lieu de la conférence, et à l'entracte de la conférence, les gens viennent me voir, je signe mes livres, etc. Et en général, on discute, quoi. Et là, il vient me voir pour me dire, écoute, moi, je suis allé au pôle Nord magnétique, et puis j'habite ici, je connais bien le climat. Si tu veux, si ça t'intéresse, ces espaces-là, je peux t'expliquer. Et du coup, je finis la conférence, et au lieu d'aller dormir à l'hôtel, je suis allé dormir chez lui le soir. Dormir, c'est un grand mot, parce que je pense que c'était pas très loin d'une nuit blanche, tellement on a discuté. Oui. Et on convient qu'il faut qu'on se revoie. Et voilà. Et 2 mois après, je suis revenu chez lui pour 2 mois. Et puis pendant près de 10 ans, je suis allé chez lui tous les hivers et quasiment tous les étés. Waouh, génial. Encore une superbe rencontre. Et du coup, comment tu te mets dans donc pendant ces 10 ans, dans une organisation où tu fais 6 mois, 6 mois, et tu organises tes expéditions, mais euh, quel est l'objectif ou le but derrière ces expéditions en ski tracté? Oui, moi, je suis intéressé par le ski tracté par Saint-Volant, et j'ai envie d'aller jouer sur la banquise. Donc en fait, l'hiver, je peaufine ma technique, mon équipement, la connaissance de soi au grand froid. Parce qu'au départ, quand tu dors dehors et qu'il fait au moins 30, il fait frais, Oui. c'est même un euphémisme. Et puis à la fin, une fois bien équipé, une fois que tu connais parfaitement ta physiologie, que tu connais, que tu as travaillé sur les textiles pour générer des flux d'air qui te permettent de décider toi-même entre quelle couche de vêtements et quelle couche de vêtements tu vas faire geler la sueur et l'humidité qui sort du corps, et du coup passer un coup de balayette pour faire tomber la glace. Enfin, tu vois, une fois que ça prend du temps, toute cette maîtrise-là. J'imagine. Et au final, aujourd'hui, je vis à moins 40 confortablement. D'accord. Il y a un truc qui est un peu emmerdant, c'est qu'il y a des glaçons qui se mettent dans la barbe et qu'au moment où tu veux manger, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche. Donc c'est des petits détails pratiques comme ça. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, je ne suis pas du tout en survie à moins 40. Moi, je vis très très bien. Et donc pendant ces 10 ans, en fait, je monte en compétence sur vivre dans cet environnement-là. Et puis je commence à faire l'hiver du ski tracté par cerf-volant, d'abord sur des lacs très au nord du Québec, et puis ensuite au sud de la baie James. Mhm. Et puis je développe les techniques pour l'été de kayak tracté par cerf-volant. Donc j'ai aujourd'hui un camp de base au Canada, et j'ai tout ce qu'il faut pour le kayak tracté par cerf-volant l'été, tout ce qu'il faut pour l'hiver des skis. Et j'ai fait plusieurs fois des séjours de 1 mois en autonomie, soit sur lac, soit j'ai fait 2 fois 1 mois en autonomie sur la banquise au sud de la baie James, chez les Indiens Cree. Et donc le but, c'est que toi, tu emmagasines euh, des connaissances, un entraînement, une prise de recul et travailler ta performance et ta conscience de toutes ces expéditions, ce corps humain aussi que tu travailles, que tu apprends à connaître, et de le divulguer, le partager, le vulgariser dans le sens noble du terme en entreprise à ton retour? Mais le but premier centré sur moi, c'est toujours le vivre, c'est découvrir. Donc, à travers les expéditions en général, je continue à découvrir des environnements extraordinaires, des gens, des populations. La culture des Indiens Cris, c'est merveilleux en soi, quoi.
oui. à me découvrir moi-même, à découvrir des interactions avec d'autres personnes. Donc ça, c'est je dirais mon motivateur intrinsèque, l'objectif centré sur moi. Et puis il se trouve que, et du coup c'est le lien que j'avais perdu tout à l'heure, il se trouve qu'à force de vivre dans des environnements incertains, complexes, changeants, imprévisibles, agressifs aussi d'une certaine façon à travers le froid ou la pluie ou d'autres choses, et à force d'avoir appris à la fois à être performant et à vivre bien, confortablement dans ces milieux-là, je suis interrogé par l'entreprise. Donc autant j'ai quitté Capgemini après la traversée de l'Himalaya à pied pour faire des tournées de conférences, autant dès cette époque-là, l'entreprise a commencé à me demander mais comment vous faites en termes de gestion du stress, comment vous faites pour rester motivé, comment vous faites, etc. Et au final, cette expertise que j'ai développée autour de l'efficience dans les environnements incertains, j'ai pris un temps pour me poser, la structurer et la rendre transférable à l'entreprise, pour qu'elle-même soit à la fois prospère et prenne soin des personnes dans un environnement qui devient de plus en plus incertain. Et du coup, l'entreprise aujourd'hui, à travers les conférences ou les activités de transformation, finance les expéditions. Et les expéditions, en plus d'être un truc qui me nourrit moi pour moi, elles sont un champ d'expérimentation, d'enrichissement, de tests, un genre de laboratoire à ciel ouvert qui enrichit aussi les pratiques que je vais ramener ensuite dans l'entreprise. Ok. Est-ce que du coup, sur ces différentes expéditions, tu te dis avant, on va dire, avant une année complète d'expérimentation, que tu vas travailler tel ou tel axe, telle ou telle ressource, ou que tu vas trouver un sponsor qui va faire une saison complète de conception, d'innovation, de recherche et développement avec toi. Est-ce que ça fonctionne par saison? Non, j'ai jamais un programme centré sur un axe tout seul. D'accord. Je veux faire quelque chose, du ski tracté par cerf-volant sur la banquise. Pour ça, il faut des cerfs-volants, il faut des skis, il faut quelque chose qui ressemble à de la banquise, sans avoir le coup d'aller sur la banquise. Donc je trouve ça au Canada. Je fais un test, je fais une expérimentation. Et là, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Alors, dans le temps, au début, il y a beaucoup plus de choses qui ne marchent pas que de choses qui marchent. Et puis, petit à petit, la tendance inverse. Et en fait, j'ai un petit carnet avec un crayon et j'ai des pages et des pages et des pages où je note tout, quoi. Chaque sortie que je vais faire avec, même juste une sortie au début avec mes cerfs-volants, mes skis, mes affaires, quand je reviens, je revisualise tout ce qui n'a pas été optimal. La boucle de chaussure là qui s'est prise dans le lacet au moment où je voulais le fermer. Le ski avec, j'en sais rien, la petite peau, la peau de la marge d'approche, qu'elle était un petit peu de colle quand je l'ai enlevé. Après, quand je suis parti en cerf-volant, du coup, ça glissait pas de façon tout à fait optimale. Et puis derrière chaque problème, je vais chercher à mettre une solution. Donc, je suis dans un processus itératif de expérimentation, observation, action, ajustement, expérimentation, etc. Mais ça couvre du coup l'ensemble des dimensions de ce que je fais à chaque fois. Et j'améliore. Alors, sur une année, les améliorations vont peut-être être plus portées sur le traîneau ou plus sur le savant ou sur autre chose. Mais au final, je fais toujours un test sur l'ensemble des dimensions. Ok, super. Et tu as des sponsors sur le long terme pour ces expéditions? Oui, j'ai des sponsors sur le long terme. Je pense à Xveni, par exemple, qui a révolutionné mon approche du textile, de tout ce qui est vêtements. D'accord. Je ne sais même pas dire quand est-ce que ça a commencé. C'est d'une année sur l'autre, Xveni me suit. Ouais. D'accord, super. Est-ce que on peut faire un petit parallèle du coup avec tout ce que tu as appris, tout ce qui est nécessaire et que dont tu te sers aujourd'hui avec cette période de confinement, cette période de crise et d'incertitude, de doute, de peur pour beaucoup de personnes.
comment tu arrives si tu pouvais nous partager ce que tu avais emmagasiné comme expérience et ce qui te sert au quotidien aujourd'hui? Je vais te dire ce qui me vient à l'esprit, mais c'est tellement riche, je pense que j'en ferai jamais le tour. Je vais forcément oublier plein de choses. Mais il y a des questions de posture, il y a des questions de façon de faire. D'abord parce que j'étais parce que du fait que dans mes environnements, enfin, dans les environnements expédition, j'étais confronté à des contraintes fortes parfois, de façon récurrente, parce que j'ai eu des éléments de surprise. Enfin, moi, si au mois de janvier, on m'avait dit que quelques mois après, on allait arrêté une partie de l'activité économique et qu'on allait tous vivre coincés dans nos maisons pendant plusieurs semaines d'affilée, c'est absolument pas un truc que j'aurais pu prédire, et comme nous tous, je pense. Mais le fait d'avoir déjà vécu en fait ces éléments de surprise de façon récurrente, de m'être trouvé dans des situations qui étaient parfois compliquées, parfois complexes, parfois extrêmement complexes et extrêmement tendues, et puis d'avoir trouvé des solutions à des problèmes que je connaissais absolument pas, et en allant trouver des solutions sur des terrains d'ailleurs que je n'avais pas du tout expérimenté, à force d'avoir vécu ça de façon récurrente, ça donne une forme de distance, une forme de sérénité, en disant bon ben voilà, il y a un nouveau truc qui est vraiment emmerdant, c'est le moins qu'on puisse dire, j'avais utilisé un mot plus grossier, dont on se passerait bien, qui va poser un tas de problèmes. Il ne faut pas se voiler la face, une suite économique, financière, etc., qui est déjà en cours, mais qui va se prolonger et peut-être s'amplifier avant de se calmer. Donc il y a tout ça, il y a toute cette réalité-là. Et puis en même temps, c'est pas la première fois non plus qu'il y a des situations de crise, c'est pas la première fois qu'un tas de choses se passent, et tout est intemporel, quoi. Donc il y a une forme de prise de recul par rapport à ça, et du coup de questionnement à avoir sur ces peurs, et c'est légitime d'avoir des peurs dans ce moment comme ça. Donc, enfin, il y a déjà quelque chose qui est d'accepter le fait qu'on a des émotions et d'accepter de les écouter, parce que voiler la face en disant même pas peur, même pas toucher, même pas je sais pas quoi. Non, on est des humains, on n'est pas des robots. Donc reconnaître ses émotions, reconnaître qu'il peut y avoir des peurs, reconnaître quelles sont les peurs, sur quoi elles sont centrées, et puis après, la peur, c'est pas un truc mauvais en soi. D'ailleurs, parce que la peur, comme toute émotion, c'est une information en fait, c'est porteur d'une information. Et un alpiniste qui aurait jamais peur, en fait, c'est un alpiniste qui est déjà mort. C'est juste une question. On ne sait pas exactement dans combien d'heures ou combien de jours, mais c'est un alpiniste qui est déjà mort. Donc la peur, c'est utile. Bien sûr. Donc la question, c'est pas est-ce que j'ai pas d'émotion, c'est pas non plus est-ce qu'il faut se couper de la peur. C'est qu'est-ce qui, dans cette peur, correspond à de la réalité et qu'est-ce qui est fantasmé. Parce que je peux avoir très peur de quelque chose et que ça correspond à la réalité, et donc du coup c'est une vraie information et je construire à partir de ça. Mais je peux aussi souvent, parce que je suis déstabilisé, surinterpréter, survoir, rentrer dans des spirales qui font que je vais aussi avoir des peurs au-delà de la réalité. Par exemple, on a un virus là qui est, alors je ne suis pas médecin, donc ce que je dis c'est juste de l'ordre à prendre l'angle du bon sens et pas de la légitimité médicale. Mais on a un virus, de ce que j'entends, qui est très contagieux, qui par contre est relativement peu létal, même s'il y a évidemment beaucoup de morts parce que c'est contagieux. Et donc c'est dramatique, ça c'est la réalité. Il faut agir avec ça, il faut dimensionner les hôpitaux et les chambres avec cette réalité-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir demain. Bien sûr. Donc, voilà. Et à un moment, il y a la possibilité de se laisser embarquer dans des peurs qui soient excessives. Donc il y a une question de posture et de prendre du recul. Après, il y a des questions de régulation de tout ça, de toutes nos émotions. Donc il y a plein de choses qui sont possibles
ne serait-ce qu'avec la cohérence cardiaque, avec la gestion de la respiration. Il y a tout l'univers de la méditation aussi, dont on sait maintenant scientifiquement les bienfaits en termes au niveau du cerveau, en termes d'apaisement, même en termes de capacité à résister aux agressions médicales, enfin de maladies, quoi, d'une façon générale. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, il y a une contrainte, il y a un emmerdement. Maintenant, quel est l'avantage? Pas rester seulement sur la contrainte et le problème. C'est qu'est-ce que ça nous permet de plus, de mieux ou de différent, ce truc-là, dont on se serait déjà passé, mais puisqu'il est là, qu'est-ce que ça nous permet de plus, de mieux ou de différent? Et par exemple, dans un certain nombre de cas, il y a des gens qui ont du temps alors qu'on courait tous après le temps jour et nuit. Là, d'un coup, il y a du temps. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire de ce temps utile en termes de relation avec ma famille peut-être, en termes de formation pour moi-même, en termes de production, des études, de production, une dimension par rapport à tout ça. Ok. Et puis voilà, et puis c'est une situation, mais elle n'est pas éternelle. Évidemment, c'est sûr que quand on a traversé l'Himalaya à pied pendant 1 an, à 2, avec une tente pour une personne, quand on se retrouve en confinement dans un appartement, c'est peut-être pas la chose de la même façon que la personne qui vit une contrainte de confinement pour la première fois de sa vie, quoi. Donc ça je le comprends. Mais en même temps, j'ai évidemment une pensée pour ceux qui ont des tout petits studios, des tout petits appartements, qui peuvent vivre en famille et qui sont des lieux parfois insalubres et qui sont. Enfin, voilà, je pense à toute cette population-là. Je pense aussi, y compris à ceux qui n'ont même pas d'appartement, voilà, qui sont dehors. Je pense mais globalement, pour moi, le public moyen qui écoute un podcast, c'est probablement pas des gens qui sont dans la situation la plus extrême. Et donc, au-delà des contraintes qu'on ressent les uns et les autres, on a quand même la possibilité d'avoir un lit, de manger, de se déplacer dans un peu d'espace. Et d'être relativement en sécurité aussi si on respecte tout ça. Absolument, absolument. D'être, bah oui, même d'être pas mal en sécurité en respectant toutes les consignes. Donc voilà, il y a un truc qu'il faut apaiser, je crois, un petit peu certains vécus. Et puis de tout ça, il sortira des transformations, parce que une crise, ça secoue un existant. Et donc, à partir du moment où ça ébranle les choses, ça fait tomber certaines briques par terre. Ça crée de l'espace pour en créer d'autres et aussi pour reconstruire mieux, peut-être pour repenser le monde, non pas seulement à la fois avoir la vision globale et holistique du fait qu'on est avant tout tous citoyens de la Terre, avant d'être français, belge ou je ne sais quoi, mais aussi penser la mondialisation autrement que sous la forme du flux tendu et la production là où ça coûte le moins cher, et peu importe l'impact sur la planète, en se rendant compte que du coup, s'il y a un rouage qui est grippé quelque part, c'est la totalité de la planète qui se retrouve grippée, quoi. Exactement. Donc il y a des choses à réinventer. Il y a aussi plein de formes de gouvernance, de formes d'interrelation qui étaient peu connues et qui le deviennent plus. Là, du fait de ce qu'on est en train de vivre. Je pense par exemple à, si je vais dans le monde de l'entreprise, par exemple, je pense à la gouvernance cellulaire. Autrement dit, c'est au lieu de créer des entreprises qui soient structurées hiérarchiquement, avec de l'information top-down, et puis on essaye quand même de faire du collaboratif, et donc de faire remonter de l'information, ou de faire du matriciel, ce qui permet d'avoir tous les inconvénients du hiérarchique, plus le fait d'écarteler les gens entre deux chefs. Enfin voilà, il y a la possibilité de faire des organisations qui soient comme des êtres vivants, en fait, qui soient en adaptation constante, en ajustement permanent, qui soient de façon autodynamique, et dans lesquelles, chaque fois qu'il y a un nouveau besoin, il est rapidement identifié et l'entreprise, la forme de l'entreprise se déforme. C'est mouvant. Je mets ça en image, ça s'adapte. Oui, c'est en adaptation constante, mais puissante, quoi. C'est à la fois à ne pas avoir juste la puissance d'une sardine au fond de l'océan,
mais d'avoir la puissance de la baleine, mais sans en avoir la lourdeur. C'est une entreprise qui est un banc de poissons, qui en permanence est capable de se regrouper, se dissocier, passer des obstacles et identifier les tensions, autrement dit les écarts en permanence entre ce qu'on est, ce qu'on devrait être, ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on fait vivre et ce qu'on aimerait faire vivre à nos collaborateurs, nos clients, etc. Et avoir des mécanismes qui font que ces tensions sont résorbées en temps réel. Et donc, quels que soient les changements d'environnement ou les crises, notre organisation reste outillée pour être à la fois performante et prendre soin des personnes et passer d'un état à l'autre de façon automatique, fluide et naturelle. Tu vois, plutôt que d'avoir des grandes réorganisations qui violentent tout le monde parce qu'on se rend compte à un moment qu'on est tellement décalé entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être qu'il faut tout changer. On peut avoir quelque chose qui soit humain, qui soit smooth, qui à la fois contribue à la performance de l'entreprise et qui fasse que les gens retrouvent plus de motivation, plus de bien-être, Enfin, c'est un peu paradoxal, hein, mais des situations de crise peuvent amener au fait que des entreprises fonctionnent d'une façon qui fasse qu'on y soit mieux en tant que participant et contributeur, en plus de faire gagner plus d'argent à l'entreprise. Donc, je trouve ça intéressant, à condition évidemment qu'on profite du temps qu'on a là pour s'y intéresser, pour aller visiter des sites gouvernance, je sais ce que c'est GouVSEC, quelque chose comme ça, .org, enfin vous mettez gouvernance.org, ou ce type de choses, ou dans le domaine personnel de la méditation, comme je disais tout à l'heure. Enfin, voilà, derrière crise, il y a contrainte, mais il y a opportunité. Et pour moi, une grande erreur, ça serait de subir les contraintes et de ne pas se saisir des opportunités. Profitons-en. Chouette, il y a une crise, profitons des opportunités. Et donc, toi, à quoi fais-tu attention en ce moment au quotidien pour être serein? Est-ce que tu as des rituels, des habitudes, des choses que tu as remis en place ou en fait c'était déjà en place dans ton quotidien? À quoi fais-tu attention? Est-ce que tu t'écoutes un peu plus? Est-ce que tu fais encore un peu plus attention que d'habitude? Ou tu es en mode expédition et tu reprends illico toute ton organisation et tes signaux d'alerte? Moi, j'ai découvert la puissance de la visualisation sans faire de préparation mentale pour autant, mais avec la traversée de l'Himalaya à pied. Oui. Où j'avais une image. Je vais aller jusqu'à ta question, mais avant ça, pendant la préparation, en fait, par 3 fois, j'ai reçu des informations. Il y a trois événements, un moment où je reçois une information qui me dit bah là, tu avais fait une hypothèse et en fait, elle n'est pas possible. Et j'avais construit toute l'expédition sur la base, imagine que tu as des cartes, tu construis ton château, là, tu empiles tout. À un moment, on me dit il y a une carte, en fait, tu pensais qu'elle existait, mais elle n'existe pas, donc il faut la retirer. Et c'est une carte qui est tout en bas et tout le château s'écroule. D'accord. Et c'est arrivé 3 fois, donc 3 fois j'aurais pu abandonner, ou 3 fois, et je me suis posé la question à certains moments, hein, vraiment, est-ce que je persévérais ou est-ce que j'abandonnais. Et puis en fait, j'ai repris les choses différemment, et puis j'ai reconstruit, et puis j'ai une image mentale qui s'est créée de moi arrivant devant l'Everest après un an de traversée et hurlant ma joie devant l'Everest. Et cette image-là, pendant la traversée, quand on était en difficulté, et parfois on a eu des vraies, très grandes difficultés, cette image à chaque fois revenait à mon esprit sans que j'aie rien à faire, et me reguidait, me redonnait, je sais pas comment dire, du courage, de l'énergie, du sens, tout ça. Et donc depuis la traversée de l'Himalaya à pied, j'avais commencé à faire un peu de visualisation, et plus récemment un peu de méditation. Et en fait, là, depuis qu'on est en confinement, alors avant le confinement, j'avais déjà commencé à avoir des routines. Et alors ça, routine, j'ai redécouvert le mot en fait, parce que pour moi, vivre, c'est découvrir, et aventurier, si tu veux, routine et aventure. c'est pas possible. Voilà, oui. C'est pas les 2 mots que je conjugue dans la même phrase d'habitude. Enfin, tu vois, il y a un truc. Oui. Et si moi, tu me donnes un job, même extrêmement bien payé, je deviens milliardaire à condition j'en sais rien, de mettre des tampons sur les enveloppes de la poste tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, je meurs instantanément, quoi. C'est pas possible. Donc ce côté routine,
je pourrais pas arriver à rentrer là-dedans. Par contre, ce que j'ai redécouvert, c'est que dans la routine, il y a l'ancrage. Si tu choisis si c'est de la routine choisie, avec des choses intelligentes dedans, ça, c'est vertueux. Et donc, j'avais commencé à mettre en place des routines le matin et le soir. Je les ai enrichies. Donc, typiquement aujourd'hui, ce qui se passe le soir, c'est que je vais avoir un temps autour de la question qu'est-ce que j'ai apprécié aujourd'hui. Et en temps de confinement, j'ai plein de raisons d'avoir des fois des journées de merde, parce que non seulement il y a le confinement, et puis il y a un truc au niveau travail qui n'a pas marché, et puis en plus, j'en sais rien, j'ai renversé la casserole d'eau bouillante et j'en ai un bout qui est tombé sur mon pied. Mais il y a quand même eu des choses positives dans la journée, donc c'est intéressant de ramener à mon cerveau la connaissance. Oui. Il y a aussi eu des choses positives. Et ça contribue à la reprogrammation que je suis en train de faire de ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, mais comme notre inconscient reçoit des milliards et des milliards d'informations à chaque seconde, il ne stocke pas tout, il ne ramène pas tout au conscient, et heureusement, sinon on exploserait. Mais du coup, il fait une sélection. Et en fonction de ce sur quoi je décide de mettre mon attention, il va faire une sélection sur plutôt les choses qui sont négatives, ou les choses qui sont plutôt positives, ou les choses qui sont plutôt comme ci ou comme ça. Donc ramener le positif de la journée tous les soirs contribue à dire je suis en particulier intéressé par les choses positives. Ouais. Et on se reprogramme et on a beaucoup plus facilement de la gratitude et de l'attention sur le positif dès le lendemain. Ok. Exactement. Donc je fais ça le soir. Je fais en général un peu de méditation aussi juste avant de dormir et je pose mes intentions pour le lendemain. C'est demain, dans ma journée, ce que j'aimerais faire, mais surtout ce que j'aimerais vivre et comment j'aimerais la vivre, quoi. D'accord. Donc ça peut très bien donner. Demain, tiens, je voudrais manger équilibré parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui j'ai été un peu pris par autre chose et que je suis passé un peu à côté. Manger équilibré, je voudrais avoir fini tel dossier pour le client bidule et je voudrais vivre ma journée d'une façon cool et zen. Super. Et donc ça, c'est pareil, ça va aider à la reprogrammation. Il y a des choses qui se font de façon inconsciente la nuit. Et puis le lendemain, quand j'ai un motif d'énervement, et ça peut arriver, j'ai plus facilement ce truc-là qui me revient à l'esprit et hop, qui me ramène du coup une distanciation et du zen et vivre mieux les choses. Donc ça, c'est ce qui se passe le soir. Le matin, d'abord, j'ai besoin d'avoir un réveil, une forme de réveil physique. Donc je fais des petits tapotements, je tape avec mes doigts sur différents endroits du corps qui correspondent en fait aux points qu'on utilise en EFT. Oui. Je ne vais pas détailler ce que c'est l'EFT, mais les personnes intéressées par le développement personnel peuvent faire un très bien, voilà, si tu mets un lien, peuvent faire un coup de Google, ou si tu mets un lien, c'est parfait. Et donc moi je m'en sers là pour le coup, pas pour ancrer des nouveaux comportements ou des nouvelles pensées, mais je m'en sers parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça me dynamisait énormément. Donc je fais ça, plus j'utilise aussi d'autres techniques. Je lis une pensée inspirante. Ça m'arrive dans la journée de regarder des vidéos sur du développement personnel, sur du bien-être, sur des gens que je considère comme des sages. Des Christophe André, des Mathieu Ricard, des Sadhguru, des gens comme ça. Oui. Et quand je capte des messages qui me font écho, en fait, j'ai une application sur mon téléphone où je le note. Et donc tous les matins, j'en relis une. J'en pioche une au hasard, j'en relis une. Et puis je relis mes intentions pour la journée que j'avais notées la veille. Et c'est parti. Voilà, et globalement, je suis pareil pour démarrer ma journée. Ouais. Okay. Et si je suis en tension et un peu avec une forme d'angoisse, je peux faire aussi un petit peu de cohérence cardiaque. Voilà. Et donc du coup, là, le corps est posé, l'esprit a été posé autant que possible, et je peux démarrer la journée derrière ça. Et en fait, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. C'est-à-dire que ça rapporte plus que ce que ça coûte. Et donc ça vaut la peine de prendre ce temps-là.
Et comme je suis quelqu'un d'hyperactif, en fait, le fait de passer par la routine, le fait de noter ces étapes-là, pour tout te dire, j'ai un petit document avec ces étapes-là qui sont écrites pour le soir et pour le matin, qui sont à côté de mon lit. Donc quand je me couche ou quand je me lève, je reparcours des yeux et je repasse par toutes les étapes. Et c'est ça qui m'aide, moi qui suis un hyperactif, à ancrer ces comportements-là. Ok, super. Merci pour ce partage. Et du coup, est-ce que on va dire que ton activité, ton business model, il est forcément remis en question en ce moment. Comment tu gères cette période au niveau professionnel et à quoi fais-tu attention? À quoi te prépares-tu et quelles opportunités tu as identifiées pour justement te rebondir ou remettre de la perspective et du positif dans cette crise économique? Alors, au niveau professionnel, ces dernières années, je suis allé vraiment de plus en plus vers des conférences impactantes lors d'événementiels dans l'entreprise. Mhm. Donc ça contribue c'est parfaitement aligné avec ma mission de transformation positive du monde, d'avoir un impact avec un public large. Bien sûr. Et c'est rémunérateur pour les expéditions, donc c'était super. Et ça reste super dans l'idée. La seule chose, c'est que quand en gros janvier et février sont perturbés en termes de transport par les grèves liées à la réforme de retraite en France, Oui. les entreprises ne prévoient pas d'événements sur cette période-là. Elles avaient anticipé. Et quand ensuite tu signes des contrats pour le reste du printemps et que le coronavirus arrive et que en particulier il n'est plus possible de réunir plusieurs personnes, t'imagines bien qu'il n'y a plus aucun événementiel d'entreprise. Donc concrètement, mon chiffre d'affaires de l'automne dernier est bon et mon chiffre d'affaires depuis janvier est de 0. Ok. C'est pas impacté un peu, alors j'exagère, en fait, entre les deux, j'ai fait une conférence, mais globalement, mon chiffre d'affaires est tombé quasiment à 0. Et qui plus est, comme les événementiels d'entreprise, ça ne se prévoit pas, quand tu as 500 personnes, 500 chambres d'hôtel, 500 personnes dans une salle, etc., ça ne se prévoit pas du jour pour le lendemain. De toute façon, même si on sortait du confinement demain matin, ce ne sera pas le cas. Ça va mettre un petit moment à repartir. Il y aura de tout. Exactement. Et puis on va arriver sur l'été, donc de toute façon, moi je ne m'attends pas sur mon activité professionnelle, on va dire mon cœur d'activité professionnelle historique, je ne m'attends pas à un redémarrage avant septembre prochain ou plus tôt. Ok. Donc ça veut dire que grosso modo, j'ai une entreprise à faire tourner, mais que sur 12 mois, j'ai à peu près 8 mois sans revenu. Donc forcément, parce que les charges ne sont pas énormes, mais elles existent toujours. Donc forcément, oui, il faut penser différemment et réinventer le modèle. Et donc il se passe plusieurs choses. Par exemple, la semaine dernière, j'ai été sollicité par une société qui m'a dit nous, on ne peut plus faire d'événementiel physique, mais là, ça fait un certain nombre de semaines que tous nos collaborateurs travaillent à la maison, soit entre quatre murs, et on aimerait faire quelque chose pour eux qui soit d'un côté ouvrir la fenêtre sur autre chose que ce qu'on voit entre quatre murs, et puis avoir garder le lien, quoi, simplement humain entre nous, même s'il n'y a rien de mieux que le lien direct en se voyant, en étant en contact. Puisque ça, c'est pas possible, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a plus rien de possible. Et donc, ils ont organisé un événement à travers, en web conférence, avec l'ensemble des collaborateurs. Et au lieu de faire une conférence que je fais habituellement en 1h30 sur scène, là on a scindé en deux parties pour des questions d'attention par rapport à un écran. Donc on a fait 2 fois 45 minutes, plus 15 minutes d'échange. Et ça devient super intéressant, du coup, à la fois d'échanger, moi, d'amener ce que j'amène habituellement dans l'entreprise, mais aussi de partager par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à ce que ces personnes-là vivent. Et donc ça, c'était un mode d'adaptation.
Ok. Après, il y a une autre chose, c'est quand je parlais d'adapter, de rendre les organisations adaptables en temps réel au changement d'environnement. Mhm. On découvre que les gens travaillaient de chez eux, puis on n'était pas vraiment configurés pour ça. Et puis, il y en a qui sont disponibles, et puis d'autres qui ne sont plus parce qu'ils tombent malades, et puis d'autres qui sont guéris, et puis ça y est, qui sont à nouveau disponibles, et puis d'autres qui ont des enfants, et d'autres qui n'en ont pas. Et donc, ce sur quoi on peut compter en termes de ressources et d'organisation, en fait, on a quelques idées, mais on le découvre aussi un peu au jour le jour. Oui. Et donc, je peux pas dire c'est comme ça qu'on va faire parce que c'est la bonne façon de faire, parce que demain est déjà différent. Ouais. Et donc, il y a ce besoin-là d'adaptation fluide et en continu, qui est vraiment exacerbé en ce moment. Et puis, il y a une autre chose autour de l'humain et autour je vois beaucoup de gens qui continuent à produire autant de résultats que ce qu'ils faisaient avant, sauf que pour pouvoir le faire, c'est par les moyens vidéo, webconférences, etc., qui sont fatigants en termes d'attention. Oui. Donc, en fait, ces gens-là sont en train de dépenser 2 fois plus d'énergie, continuent à produire pour garantir d'avoir toujours le même résultat, mais dépensent 2 fois plus d'énergie. Et moi, je sais une chose, c'est qu'on peut courir un sprint très très vite et arriver le cœur qui bat à fond et faire ça sur 100 mètres ou 200 mètres. Je sais qu'on peut courir un marathon avec le cœur qui bat moins vite, mais je sais qu'on ne peut pas demander à des gens de courir tout un marathon à la vitesse du sprint. Non, ça c'est impossible. Et voilà. Et certains sont un petit peu dans ce mouvement-là aujourd'hui. Donc je vois derrière ça des risques à un moment d'épuisement physique ou psychologique, Burn-out. soit maintenant dans l'attention de stress, de burn-out, soit au moment où on va revenir à l'activité normale et où du coup toute la pression va pouvoir se dépressuriser. Et là, ça va aller au clash. Ça peut une dépression. Ou dépression. Et donc il y a donc c'est évidemment pas pour tout le monde, mais c'est un risque. Donc il y a un risque, je vois un risque RPS. Je vois des risques psychosociaux. Et donc, c'est important aussi d'avoir des temps qui permettent d'ajuster les écarts entre ce qu'on doit faire, tu vois, les écarts opérationnels à très très grande vitesse. Il y a des techniques pour ça, comme les réunions de triage qu'on trouve dans l'holacratie ou dans la gouvernance cellulaire ou autre. Mais il y a aussi une régulation à avoir sur le relationnel, sur l'interpersonnel, sur l'aspect humain. Qui doit absolument être pris en compte aussi, et ça, les entreprises ne savent pas toujours faire. Donc, pour répondre à ta question, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de packager une courte conférence par Internet et ensuite des ateliers de 1h ou 1h30 pour découvrir ces techniques qui permettent d'adapter en temps réel l'organisation et de réguler en temps réel l'émotionnel et le relationnel avec l'ensemble du collectif. Ok, super. Voilà, et c'est ça que je pense partager là dans les semaines qui viennent. Super. Ok, donc tu t'es assez rapidement, mais tu t'es pas précipité non plus. Tu as vraiment pris un petit peu de temps quand même pour observer et voir ce qui allait pouvoir, quel risque allait émerger, et tu as répondu à cette question et à cette problématique avec toutes les ressources que tu avais, et tu t'es adapté pour le partager du mieux possible à tes prospects, à tes clients. Oui, j'essaye de faire ça. Il y a eu un temps un mi-temps de sidération peut-être. Oui. Qu'est-ce qui nous arrive en fait? Oui. Parce que ça sort du cadre. Ensuite de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça m'amène comme crainte, et on en a parlé tout à l'heure est-ce qu'elles sont réelles ou qu'est-ce qui est exagéré, qu'est-ce qui est la réalité. Maintenant, dans cette réalité, est-ce que cette réalité elle est stable ou elle est mouvante? On voit qu'on découvre que la vérité du jour n'est pas forcément la vérité du lendemain en termes de santé, donc on est encore en phase de découverte. Donc je sais que je suis dans un contexte de vérité mouvante. Donc, compte tenu du fait que je suis dans un contexte différent et que je sais que ce contexte est en évolution, comment est-ce que je peux penser différemment? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Sur la façon de faire, et qui reste au service de ma raison d'être, tu vois, de ma mission ultime de transformation positive du monde.
Et donc, quelles sont en fonction de mes compétences, en fonction de ce que sont de tes ressources. Non, mais de mes ressources, oui, exactement. De ce que sont mes clients, mais aussi d'autres gens qui ne sont pas forcément mes clients, mais que ça pourrait aider simplement, tu vois, de savoir un certain nombre de choses, ou d'apprendre à faire un certain nombre de choses. Compte tenu de tout ça, qu'est-ce que je peux imaginer comme solution? Et puis je ne pars pas dans la construction d'une énorme solution, je pars je pose les éléments de base et je vais faire une expérimentation très très vite qui va me permettre de savoir si je suis dans le vrai ou s'il faut que j'ajuste certains trucs ou si c'est super mais qu'il faut que j'enrichisse avec autre chose. Et puis voilà, puis je vais enrichir et puis je vais continuer à contribuer autant que je peux à faire quelque chose qui fasse que ce soit utile pour tout le monde. Super, super. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces pépites, ce partage. Ça va faire 2 heures qu'on discute, j'ai pas vu le temps passer. Où est-ce qu'on envoie du coup les auditeurs et les personnes intéressées, peut-être par déjà les ressources que tu as, tout le contenu que tu as produit au cours des expériences, des expéditions et la nouvelle formule, on va dire, de ton partage. Il y a ton site et tout est sur ton site Via l'Aventure. Alors, tout ce qui est de l'ordre de la transformation des entreprises pour qu'elles soient à l'aise, efficientes, humaines dans un environnement qui est un environnement changeant, incertain et complexe, ça, on va le trouver sur le site vialaventure.fr. D'accord. C'est l'activité, mon cœur d'expertise. Après, les médias peuvent changer, mais le cœur d'expertise, c'est vraiment ça. Et donc, on voit notamment tout ce qui est conférences et tout ce qui est atelier sur le sujet. Si on veut s'aérer un peu la tête, c'est possible d'aller sur YouTube et de chercher Sous Dieu, mon nom avec SOUDIEUX, avec le X à la fin. Et puis, on peut mettre Sous Dieu Expédition ou Sous Dieu Cerf-Volant, ça sort quelques vidéos voilà, de ce qu'est mon bureau actuel quand je ne suis pas en France. Ok. Pour tout ce qui est gouvernance cellulaire, tu mettras le lien dessous, donc tu m'as dit, je ne sais plus le nom du site exactement, mais oui, je mettrai tout ça. Si je pense à autre chose aussi, c'est pour prendre un peu de recul et pour soi et pour des collectifs, soit des associations ou des entreprises. Il y a une conférence TEDx qui est aussi sur YouTube. C'est pareil, on la retrouve avec le Sous Dieu et TEDx. Oui, très bien. Je compare je le mettrai. Je compare les 2 premières expéditions et je donne en particulier, je rentre vraiment dans le détail du pourquoi la première expédition est un résultat projet extraordinaire mais un fiasco humain. Pourquoi une autre expédition avec des sourds et des entendants beaucoup moins qualifiés font un projet absolument extraordinaire. Ça, c'est vraiment un truc essentiel pour l'entreprise, pour le contexte actuel. Donc voilà, ça c'est les principales ressources. Et puis, j'ai rien de prêt aujourd'hui pour la partie formation et information sur l'adaptation permanente de l'entreprise et la réduction des tensions et les ajustements en termes de relationnel. Mais si quelqu'un va sur Via l'Aventure, il y a un contactez-nous qui est en haut à droite. Et voilà, si vous êtes tenu informé de ça, il suffit de m'envoyer un email. Et puis quand quelque chose sera prêt, je vous ferai signe. Je pourrais toujours mettre le lien en temps voulu dans les notes, même si l'épisode est déjà sorti. Ouais, ok. Je sais pas, à ce stade, je ne sais pas s'il y aura quelque chose de mis en ligne sur Internet en tant que tel. Moi, ce que je veux surtout, c'est je vois des gens qui sont dans la difficulté et il y a des réponses. Ce que je veux surtout, c'est pouvoir mettre à disposition les réponses le plus rapidement possible. Donc ça passera probablement beaucoup plus par faire du webinaire très très vite que par créer de la page web, etc. et d'écrire les trucs. Bien sûr, mais s'il y a des webinaires, on mettra. Okay, avec plaisir. Super. Et puis j'ai vraiment pas oublié que la dernière fois et du coup la seule fois où on a passé du temps ensemble, je t'avais dit que j'étais très très intéressé par aller faire un petit tour du côté du Canada. Et encore plus évidemment avec cette période qu'on traverse où on est en manque un petit peu de nature et de
d'air frais et de choses vraies de la vie. Donc, je renouvelle cette envie et en termes de visualisation, ça me fait avancer. Ok, c'est bien noté. Il faut qu'on en parle, du coup, ça sera offline plus en détail. Oui. Ça me fait penser à autre chose qui est que là, dans la demande que tu m'as formulée et puis dans le contexte, c'est envisageable de faire, toi et moi, quelque chose dans l'environnement que tu souhaites, à savoir le grand froid. Par contre, emmener les gens faire du ski tracté par cerf-volant en environnement polaire, ça fait beaucoup de techniques, beaucoup de choses à maîtriser, donc c'est un peu difficile de l'imaginer avec des groupes. En revanche, je suis en train de vraiment réfléchir de façon de plus en plus approfondie à une idée autour du kayak tracté par cerf-volant sur la rive nord du Saint-Laurent. Donc on est en mer, au Québec, sur le Québec, dans une zone où il peut y avoir des baleines. D'accord. Enfin, voilà, il y a des phoques, il y a des animaux. Et je réfléchis à quelque chose qui est que moi j'ai un kayak biplace. Je pars habituellement seul avec du matériel dans le Loire à l'avant. Le kayak se déplace à la pagaie, il se déplace tracté par cerf-volant, il se déplace à la voile, ou une combinaison de tout ça. Et le fait qu'on suive la côte permet de vivre une vraie expédition, parce qu'on mange de la vraie nourriture d'expédition, on se déplace, on dort sous tente, etc. Tout en pouvant mettre le curseur exactement où on veut, par rapport à ce que la personne a envie de vivre. C'est-à-dire que celui qui veut pagayer 40 km par jour, on peut le faire. Mais celui qui va être contemplatif, naviguer à la voile et pagayer juste au moment d'arrêter le kayak pour quand on est au bord qu'on a rangé la voile, et simplement vivre dans une nature extraordinaire, c'est possible aussi. Et donc je suis en train de... Là aussi, s'il y a des personnes intéressées, via l'aventure.fr, contactez-nous. Je suis en train de réfléchir à un truc qui serait de vivre l'expédition avec moi, avec des personnes qui tournent, je sais pas, toutes les semaines, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. On part de France, on va en avion, on prend un bus, et puis on arrive quelque part sur une plage où le kayak est là, on embarque et on fait une semaine ensemble. C'est quelque chose du coup largement accessible et auquel je suis en train de réfléchir. Mais j'ai besoin du coup de feedback de gens pour comprendre exactement de quoi vous auriez besoin. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Ok, on va se faire un petit groupe avec quelques personnes intéressées alors. Sur ces belles images que tout de suite je projette et je visualise dans ma tête, je te dis vraiment un grand merci de t'être libéré de tous ces déplacements et ces contraintes. Et puis merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je suis certain que ça va nous aider à prendre au moins 2 heures de recul et de respiration dans ce passage très très particulier de nos vies, de nos existences. C'est parfait, c'était un grand plaisir pour moi. On est enfermé, donc pour une fois on ne peut plus aller dehors. C'est le bon moment pour une grande aventure intérieure. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. C'était la série #SacréAventure. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et les autres plateformes d'écoute. Cela donnera à d'autres la curiosité et l'envie de découvrir notre podcast. Dans cette période spéciale de confinement, continuons à prendre des nouvelles de nos proches, de nos amis, de notre réseau. Garder le lien s'avère une excellente façon de conserver la santé. Alors, continuons à découvrir notre capacité de résilience, à nous réinventer au quotidien et à ralentir en prenant soin de nous-mêmes et de notre entourage. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode #SacréAventure.